Amis, ennemis, bonsoir. Tribun, saison 2, épisode 3, top générique. Oh, c'est bon. Merci d'être avec nous encore en ce mercredi soir. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreux pour assister à notre débat sur l'immigration et les défis migratoires auxquels la France va devoir répondre durant les prochaines années avec Tony. Bonsoir Tony. Bonsoir. Je te laisse, comme j'en ai l'habitude avec mes invités, te présenter à nos auditrices et auditeurs du soir. Bien, moi, je suis Tony Bonalaire, donc je suis le responsable Rassemblement national de la jeunesse du département de Seine-et-Marne. Je suis au niveau professionnel collaborateur parlementaire en circonscription, sur le terrain pour le député Julien Limongi. Et puis voilà, je suis heureux de venir débattre avec toi ce soir et donc bientôt Manassé. Manassé qui arrive dans quelques instants. Elle a eu des petits soucis de transport. Et donc, on va commencer par les élections américaines, avec une réaction de ta part, en ton nom et puis au nom peut-être du parti que tu représentes, sur ces résultats qui finalement étaient beaucoup moins serrés que prévu. Ouais. Donald Trump, 47e président des États-Unis, qui l'a emporté, qui a fait une véritable razzia, hein, il a remporté le vote populaire, les 7 swing states en jeu, la Chambre des représentants, le Sénat, sachant qu'il a une majorité également au niveau de la Cour suprême avec la nomination des juges qu'il avait faite lors de son premier mandat. Donc il a tous les pouvoirs, si je puis dire. Une réaction, Tony? Je ne suis pas porte-parole du parti, hein, mais je vais parler pour moi d'abord pour commencer. Euh, vous doutez tous que je suis pas déçu de sa victoire. Quand on sait ce que Kamala Harris représente, les démocrates. Si on va parler d'immigration tout à l'heure, il faut savoir que c'est Eric Ciotti qui disait sur un plateau télé il y a très peu de temps que sous Trump, on parle de 500 000 immigrés, à peu 500 000 pardon, immigrés en irrégularité sur le territoire. Sous Biden, c'est passé à 3 millions 9. Donc si on va aborder les sujets qu'on va aborder tout à l'heure, on voit tout de suite qu'il y a une politique qui est plus efficace que l'autre. Et puis évidemment pour l'image de patriotisme, la patrie en avant, les Américains d'abord, c'est quelque chose je pense que c'est des valeurs sur lesquelles la France peut s'inspirer et va s'inspirer j'espère dans les années à venir. Et justement par rapport à la France et par rapport notamment aux taxes liées aux douanes, la France va trinquer avec Donald Trump. Il faut penser évidemment aux Américains, mais par rapport à nous, le prisme qu'on a en France, ça risque d'être très très compliqué, notamment pour les exportateurs de vin. Oui, il y avait eu ce sujet qui avait été abordé notamment avec Emmanuel Macron que Manassé va représenter tout à l'heure. Trump, vous connaissez le personnage, c'est quelqu'un qui vacille énormément. Il y avait eu quelques discussions qui avaient été houleuses, entre guillemets, sur Macron qui voulait appliquer une taxe et puis Trump lui avait passé un coup de fil en le menaçant il s'en était vanté lors d'un meeting d'ailleurs pour sa campagne, en le menaçant de taxer à 100% le vin en provenance de France. Je pense que il a tweeté il n'y a pas longtemps qu'il espérait avoir de bonnes relations avec les États-Unis. Trump sait également qu'il doit entretenir de bonnes relations avec nous. Je ne pense pas qu'il va vouloir mettre à sac non plus nos viticulteurs et les échanges commerciaux qu'on peut avoir avec les États-Unis. On a beaucoup de choses à gagner. Et puis même si on voulait plus se concentrer sur les États-Unis, il faudrait aussi qu'on se consolide, nous, les pays européens. Et puis si on arrive à avoir déjà une économie stable chez nous, on n'a pas c'est pas forcément dépendant des économies qui sont par-delà les mers. Et puis encore une fois, je pense que Trump, c'est quelqu'un qui vacille énormément, son discours pareil, donc je ne suis pas forcément inquiet là-dessus, et puis tout se négocie, tout s'arrange en économie. Marine Le Pen, par exemple, a salué cette victoire, mais de manière républicaine, on va Oui, dire ça comme ouais, ça. bien sûr. Alors qu'Éric Ciotti, justement, il est allé de manière un peu plus appuyée. Et d'ailleurs, Éric Ciotti a fait une campagne de lobbying pour Donald Trump, même au travers de ses soutiens de l'UDR durant ces dernières semaines. Mm. Ça prouve bien que le Rassemblement national, quand même, est un peu plus timoré par rapport à 2016, où Marine Le Pen, par exemple, en 2016, avait été beaucoup plus expressive lorsque Trump avait gagné. Oui, je pense que c'est pareil avec beaucoup de personnages politiques aussi médiatisés que Donald Trump.
on connaît le personnage, on sait que le personnage ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quelqu'un qui aime le show, c'est quelqu'un qui peut dire parfois des choses qui peuvent être mal perçues, etc. Et Marine Le Pen a bien conscience, je pense, hein, comme je l'ai dit, je ne suis pas porte-parole du parti, mais de mes yeux de militant, Marine Le Pen a bien conscience qu'elle a une image à tenir et que c'est important également de ne pas forcément lier notre image. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, l'avenir du pays même, à de l'image de Trump qui peut être parfois controversée. On parle de Donald Trump depuis le début de cette émission. Parlons un petit peu de Kamala Harris. Comment expliques-tu, toi, de la vision que tu as en France, mais de la vision que tu fais aussi de la politique américaine? J'imagine que tu t'es informé sur les différents canaux, sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, Comment expliques-tu la défaite de Kamala Harris? Parce que les sondages, là encore, même hier, étaient très très serrés. Il y avait même des swing states qui n'en étaient pas forcément, qui pouvaient basculer, qui étaient républicains en 2016 et en 2020, qui pouvaient basculer chez Kamala Harris. Il n'en a rien été, bien au contraire. Comment expliques-tu cette défaite, toi? Alors, j'ai pas fait la nuit américaine, puisque voilà, il y a eu plein de sujets en France qui attiraient plus Et mon on va en parler attention. Et on justement va en juste parler, après. voilà. Mais du peu que j'ai suivi, en tout cas, moi, en tout cas, ce qui m'est remonté, c'est une campagne un peu catastrophique qui a été dirigée vers des ethnies, vers des gens de couleur de peau. Et ça, c'est tout bonnement ce qui me sort enfin, je veux dire, je peux pas le supporter. Et donc, je me dis que ça a été le cas de beaucoup de personnes aux États-Unis, peut-on même d'ailleurs racisées. Je sais plus, j'avais vu une stat, c'était par exemple les latinos c'était kiff entre Kamala Harris et Donald Trump, alors qu'on peut pas s'y attendre forcément. Il y a plein de choses, je pense, c'est surtout lié à sa campagne. Elle a pas représenté ce que les Américains attendent d'un dirigeant. Elle a pas représenté les valeurs potentiellement, on connaît les États-Unis, chrétiennes, les valeurs américaines, et puis le bilan de Joe Biden n'a pas su, à mon avis, ravir les Américains, tout comme le bilan d'Emmanuel Macron que tout à l'heure a menacé pour les Français. Et sur la question, parce que Eric Ciotti, qui est membre de votre coalition, Ouais. a mis ça en avant aussi durant cette campagne de lobbying qu'il a faite, la question du wokisme Oui, chez Kamala Harris. tout à fait. Toi, qu'en penses-tu? Est-ce que ça a été une des raisons aussi Ouais. de sa défaite? Ah oui, je pense, hein. Je pense que les États-Unis, ils ont besoin d'avoir un modèle droit. C'est l'histoire de leur nation. Ils ont besoin, pour leur président du moins. Et le wokisme que peut représenter Kamala Harris n'a pas su plaire. Et elle en a fait une arme, mais qui a été à double tranchant, et pour elle, pour le coup. Ça l'a desservi, puisqu'elle n'a pas eu le public attendu à ce qu'elle a essayé de mettre en avant. Et puis à mon avis, c'était surtout pour sa campagne, et elle n'était pas elle-même convaincue. Il suffit d'écouter les personnages de gauche de notre pays. Ils sont tous déçus de ce qu'elle pouvait avancer comme idée. Ils disent que c'est pas ça la gauche. Ils disent que la gauche en France a des véritables idées, que c'était une fausse gauche, etc. Et je pense que c'est ce que Kamala Harris a dû susciter, même pour les personnes de gauche ou les wokistes américains. Et donc, ça a été une tentative échouée. Oui, parce qu'il faut bien rappeler quand même que il y a ce système de bipartisme aux États-Unis Ouais, entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Il y a ouais. aussi d'autres partis, le Parti vert notamment de Jill Stein. Mais il faut bien comprendre que le Parti démocrate, c'est pas forcément, si on fait un comparatif avec la France, c'est pas forcément le nouveau Front populaire. Sur le plan Évidemment. économique, c'est Voilà. plutôt de droite libérale quand même, Oui, hein. bien C'est plutôt sûr, de bien sûr. centre-droit d'ailleurs, le Parti Une droite démocrate. libérale qui a tenté à tout prix de se rapprocher d'une gauche qui n'existe pas aux États-Unis. Et donc, je pense que ce qu'elle a essayé d'amener, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, quand des journalistes d'un célèbre talk show ont Ouais. demandé aux députés de l'Assemblée nationale pour qui ils auraient voté, certains ont dit Trump chez l'UDR, mais vraiment en pinçant le nez. D'autres à gauche ont dit pareil Kamala Harris, mais en se pinçant le nez, Ouais, hein. ouais, bien C'est sûr, vraiment bien la sûr. peste et le choléra. Et on préfère Ouais. choisir Harris parce que Trump représente tellement le mal absolu. Et puis, au-delà de sa politique, l'homme qu'il représente, Mm. hein, une forme de Ouais, bien caricature sûr. assez dont on a du mal à voir et à juste titre en France. Mm. Donc c'était intéressant de voir ça aussi. C'était Il intéressant faut et pas forcément faire le ouais, bien parallèle sûr, bien sûr. et c'est important de le dire ce soir, faire un petit peu de pédagogie. C'est pas Kamala Mm. Harris, c'est pas la gauche, hein. Je pense que moi, en tant que Français, je préfère encore entendre la réponse de, par exemple, Jean-Philippe Tanguy qui répond donc aux journalistes pour qui êtes-vous? Il dit, bah, moi, je suis Français. Je pense que ça, c'est la réponse la plus appropriée, en tout cas dans notre pays, en termes de priorité et d'idéologie. Mais bon, ça n'engage que moi. Et par rapport, on va revenir au wokisme, qui est un sujet qui a été
évidemment mis sur la table, notamment chez Kamala Harris. En France, on va faire le parallèle là à la France. Quelle vision tu as, toi, du wokisme qui s'est développé aux États-Unis? Alors, wokisme qui est un terme qu'utilise la droite, Oui. surtout, hein, le wokisme de véritables racines à la base. Est-ce que tu penses que la France, c'est un petit peu les États-Unis dans 10 ans? C'est-à-dire qu'il y a toujours 10 ans de retard, mais est-ce que tu penses que la France va connaître les effets du wokisme aux États-Unis tels qu'ils l'ont connu en 2015, 2014, enfin il y a 10 ans quoi. Bah, je pense que les États-Unis ont une influence mondiale sur leur manière de faire les choses, leur industrie, même si on a été précurseur dans plein de domaines dans notre histoire. Les États-Unis, aujourd'hui, depuis la mondialisation, ils ont une influence mondiale. Que ce soit même dans le domaine de la musique, il y a les rap aux États-Unis, le rap arrive en Le France. soft power Voilà, complètement. exactement. Donc, et c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et donc, c'est les dangers qui vont avec sont également à prendre en compte. Et quand on regarde l'état quand je vois des, après, comme je le dis, je m'intéresse pas autant que ça à ce qui se passe pour le coup aux États-Unis, mais quand on regarde l'état parfois de certaines émissions, de certaines personnes, de leur discours, etc. Et que c'est quelque chose qui est écouté et entendu là-bas avec des foules. Bon, on se dit que si ça arrive ici, à grande échelle, parce que je pense qu'on on a déjà pas mal de choses qui sont mises en avant en France, notamment par la France Insoumise. Mais bon, ça, je l'apprends à personne. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, en effet, il faut se dire qu'il faut se méfier, il faut peut-être se rapprocher de nos valeurs, de nos traditions et d'une idéologie qui va pas tout remettre en question, autant sur notre identité que sur le reste au final. En parlant de soft power, c'est une petite anecdote, mais le 47e président des États-Unis, Donald Trump, est le président qui va présider la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. C'est le président qui va D'accord, également je savais présider pas. la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2028. Et donc, ça a une certaine symbolique, ça, au niveau du soft power. Ouais, La mandature qui s'ouvre pour Donald Trump risque ouais, c'est aussi sûr. de marquer Ouais, les ça esprits. amène, faut le dire, quand même un certain espoir où on peut, enfin pour les personnes de droite en France en tout cas, on peut se dire que il y a encore des nations dans le monde qui vont mettre en avant nos valeurs traditionnelles. Et là, peut-être aux États-Unis, ça va être le christianisme, peut-être que ce sera ce qui a permis aux États-Unis de se construire, hein, on le sait à peu près tous. Et je pense que bah, ça va changer évidemment des Jeux Olympiques, de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques en France, où on était plutôt sur de la déconstruction totale. C'est-à-dire en France, au lieu de parler d'autre chose, on prend ce qu'une partie du peuple aime et on la détruit et on la massacre devant le monde entier. Ça a été le cas pour les chrétiens qui ont été grandement touchés par cette cérémonie d'ouverture. Alors oui, il y a eu des spectacles des spectacles qui étaient grandioses, certes, mais de là à être à agir d'une telle violence dans les images et dans ce qu'on veut retranscrire comme message, je pense que Donald Trump apportera une vision différente et qu'il a le droit de le faire. Nous, on l'a bien fait dans l'autre sens. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et je pense que ça pourrait être intéressant de voir ça. Ça pourrait être aussi grandiose. On connaît le sens du spectacle des Américains. Il faudra également surveiller, et il faut en parler aussi, que la question majeure, l'une des questions majeures qui a été un thème central dans la campagne présidentielle actuelle aux États-Unis, c'est la question du droit à l'avortement. Et donc, il va falloir être très vigilant sur ce que Donald Trump va faire, parce C'est sûr. qu'un Donald Trump président actuellement, c'est un Donald Trump qui a les pleins pouvoirs. C'est assez différent qu'en 2016, Mm. où il avait certes le Sénat et la Chambre des représentants. Ouais. La Chambre des représentants, c'est l'Assemblée nationale en France. Là, on peut Ah faire le ouais. parallèle. Mais au niveau de la Cour suprême, qui régit un petit peu, c'est un conseil constitutionnel, pas tout à fait, mais il y a certaines similitudes. Là, la Cour suprême est à sa cause complètement. Donc là, toutes les vannes sont ouvertes. C'est ça. Après, Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on votait pour élire le président, mais on votait aussi pour élire les députés, les sénateurs, et des mini-référendums au niveau des États. Et ce qui est intéressant, c'est que sur des États où on a voté majoritairement Donald Trump, on a aussi voté majoritairement pour le droit à l'avortement dans des référendums et locaux. bien sûr, enfin, je pense qu'être conservateur, pour ces États-là en tout cas, c'est pas une fatalité. Être conservateur, ça veut pas dire que on vit comme des Amish et qu'on arrête de vouloir évoluer ou de penser à autre chose et de préserver les droits. En France, on l'a compris, on l'a inscrit dans notre constitution. Le Rassemblement national y a participé, à l'IVG notamment. C'est un droit fondamental aujourd'hui pour la femme en France.
Et à mon avis, ça a été compris, comme tu viens de faire le lien, ça a été compris ou même dans des États conservateurs trumpistes, on voit des gens qui votent pour le droit à l'avortement. On évolue, je veux dire. Les conservateurs, c'est pas des amiches complètement imbéciles qui savent pas regarder autour d'eux et comprendre que parfois ils peuvent faire des erreurs. Voilà. Je pense que l'idéologie évolue et on y gagne beaucoup de choses. Quand on regarde l'humanité il y a quelques siècles, on part de très loin. Donc je pense que c'est des causes qu'on arrive à acquérir avec le temps et qui sont inscrites. Et je ne pense pas qu'elles soient en danger. En tout cas, en France, ce ne sera plus le cas du coup maintenant. Et à juste titre, et heureusement. Et heureusement. C'est important de le Tout à souligner fait, complètement. D'ailleurs, tiens, faisons un autre comparatif avec la France. Sur le plan des échéances électorales, il y a, on peut le dire, une montée du populisme. Alors, aux États-Unis, Donald Trump qui revient au pouvoir. En Europe, avec les bons scores des partis nationalistes aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hongrie, ribambelle de pays, et la France aussi, on l'a vu aux dernières législatives et surtout aux dernières européennes. Euh, comment tu sens la chose, plus en tant que militant finalement qu'en tant que représentant politique sur le terrain, quand tu discutes sur les marchés, c'est important aussi la relation de proximité quand tu discutes avec la population sur le marché. Qu'est-ce que tu sens toi au quotidien là-dessus? Ça dépend évidemment des endroits où on va, mais on sent quand même qu'il y a un ras-le-bol général. Euh, Si j'avais débattu ce soir contre une personne de gauche, on aurait pu, je pense, aller un peu plus loin, mais le ras-le-bol général, là, aujourd'hui, il est en direction d'une seule personne et un même groupe politique. On y reviendra. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus, on marche sur la tête. Les gens en ont conscience. On n'a plus le sens des priorités, on remet tout en doute, tout en question. Tout dégringole. L'économie, la santé, l'éducation, les résultats, tout dégringole. Et je pense que les gens se disent, les gens ont besoin de changement. Et aujourd'hui, ceux qui apportent cet espoir, ceux qui apportent cette volonté de changer les choses, c'est pas Emmanuel Macron. Et la gauche, elle apporte une volonté de tout changer, mais dans le sens qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc après ça, j'en débattrai avec d'autres personnes, mais je pense que oui. Et même quand je fais des marchés, que je distribue des tracts, que je discute avec les personnes, on a beaucoup de personnes qui ont compris l'évolution des partis de droite. Il y a des personnes qui en ont marre et donc qui changent totalement disons de parti politique les urnes. Et je pense que ça s'est ressenti aux européennes, ça s'est ressenti aux législatives et ça se ressentira à la prochaine présidentielle. On le verra. Ou à la prochaine législative anticipée, s'il y en a une. Pour mon métier, j'espère pas. J'ai pas envie d'aller à Pôle emploi tout de suite. C'est ça. Mais alors, c'est important que justement tu mettes en avant le métier de collaborateur parlementaire. Ouais. C'est un métier très précaire pour le coup. C'est-à-dire que à chaque dissolution, c'est la valse. C'est ça. Je m'en souviens, lorsqu'on avait fait la soirée des Européennes, on fêtait les résultats avec le Rassemblement national. Donc on a entendu cette dissolution. Ça a été, les avis ont été un petit peu partagés, mais on a senti tout de suite cette fougue. On s'est dit bon allez, ça y est, on va potentiellement avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On va surfer sur notre réussite partielle des européennes et à ce moment-là, c'était surtout les collaborateurs. C'était un petit peu on est obligé d'avoir peur. Hein. On se dit est-ce que notre député va être élu dans sa circonscription? Est-ce qu'on a bien fait notre travail? Est-ce qu'il s'est assez implanté? Et je pense que c'est sûr que ça donne une certaine précarité à notre métier. Après, pour ce qui est de mes collègues, on est dans le bon parti, je pense. On n'est pas trop inquiet, en tout cas, pour les places qui sont disponibles. Et pourquoi donc? Parce qu'on a conscience de l'éveil qui est actuellement en France et on ne pense pas qu'on perdra davantage de sièges, hormis bien sûr des cas qui pourraient être contraignants, mais on ne pense pas qu'on perdra davantage de sièges. On est en constante évolution. Il y a beaucoup plus de personnes qui nous rejoignent, qui amènent beaucoup plus de diversité, des talents, plein de personnes, et je pense qu'on est en constante évolution et on va tout droit vers la victoire. Si on pourrait parler d'un premier plafond de verre, et je pense aussi, pour faire toujours le parallèle avec les États-Unis, parce que c'est dans l'actualité, ce qui est arrivé à Trump en 2016, c'est cette majorité silencieuse qui... Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, on est enregistré soit démocrate, soit républicain. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment enregistré dans un parti politique. En France, ça ne pourrait pas être possible.
Il y avait une majorité silencieuse durant la campagne de 2016 qui n'osait pas dire je vais voter Trump tellement il était controversé, Oui, tellement oui, il oui, était... Et oui, puis bien finalement, sûr. cette majorité silencieuse s'est réveillée le jour des résultats. Mm. Toi, sur le terrain, surtout depuis les dernières européennes, peut-être même les dernières présidentielles de 2022, est-ce que tu sens une évolution? Les gens sur le terrain disent davantage, je vote Le Pen, je vote Rassemblement National, là où avant, même quand c'était l'identité Front National, il y avait beaucoup plus de... C'était compliqué. Et même les militants, pour s'engager, je pense que c'était beaucoup plus compliqué de s'avouer, de dire je vote Front National, je m'engage au Front National. Est-ce que tu sens, toi, cette différence, peut-être due à Donald Trump, finalement, et l'impulsion que son élection a portée à décomplexer les gens? Je pense que Donald Trump, il a autant inquiété que mis en confiance en France. Quand, Marine Le Pen inquiète aussi une partie de je la pense, population en mais France, au plan économique notamment, pas que, mais... ouais, oui, oui, bah, généralement, moi, ça me fait doucement rire quand j'entends que notre programme économique est vide, qu'il n'y a rien, etc. Vu le travail qu'on fournit et vu la quantité d'informations astronomiques qu'on doit emmagasiner sans arrêt et tout ce qu'on doit, tout ce sur quoi on doit réagir et tout ce qu'on doit prendre en compte, je n'arrive pas à l'entendre cet argument. Et puis, sur un second plan, il y a évidemment quelque chose qui dérange avec le nom Le Pen en France, mais c'est une génération aujourd'hui qui a toujours voté pour faire barrage, qui est plutôt patriote, donc qui soit vote à droite, donc vote LR, mais aujourd'hui ceux qui votent LR sont majoritairement déçus de ce qu'ils ont pu produire, ou alors c'est une génération qui a voté tout bonnement Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Et je pense que cette génération-là, elle va s'amenuiser de petit à petit. On le voit dans les résultats. Et moi, je le vois sur le terrain, quand je discute avec les gens. Oui, c'est vrai que c'est le Rassemblement national maintenant. Moi, j'aurais jamais voté pour vous avant, mais bon, maintenant, je vote pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent ça, qui ont compris que c'est plus le temps de Jean-Marie Le Pen qui disait tout ce qu'il pensait tout haut et que même qu'il y avait une idéologie différente. Marine Le Pen a impulsé quelque chose, enfin, a insufflé quelque chose de nouveau dans le parti. Jordan Bardella, lui, ça a été encore un autre rebond. Il a amené énormément à notre parti. Et je pense qu'aujourd'hui, on est littéralement, tout comme notre nom l'indique, le Rassemblement national. On rassemble beaucoup plus de personnes qu'avant et de tout horizon politique. Trump, lui, aux États-Unis, il a vraiment verrouillé son parti, c'est-à-dire qu'il s'est installé en 2015 et depuis, il a la main mise. D'ailleurs, souvent, on ne parle plus de parti républicain, mais de parti MAGA, Make America Great Again, tellement il Ouais. a impulsé, façonné les militants, le corps constituant finalement du parti. Le parallèle en France avec le Rassemblement national, c'est aussi Marine Le Pen qui a imposer une certaine empreinte, mais Jordan Bardella est arrivé. Comment ça se passe? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir petite rivalité, Le Pen-Bardella, pour la présidentielle de 2027, par exemple, ou pour d'autres échéances Non, non, je pense que la ligne est assez claire, autant pour les militants que pour les cadres. Je pense Parce que qu'on sait très bien que l'appât du pouvoir, parfois, peut oui, oui, faire chavirer les... mais Jordan Bardella, notre président, c'est quelqu'un qui a bien conscience disons, du chemin qui est devant lui et qui a bien conscience du chemin qui est devant Marine Le Pen. Et je pense que quand on sait où on va, on a moins de chances de s'en mêler les pinceaux. Et il y a vraiment, il n'y a pas de il y a pas de ce ressentiment dans le parti. On ne ressent pas une certaine rivalité, on ne ressent pas que Bardella a plus de popularité. Ça se passe pas comme ça. Il y a vraiment, c'est vraiment chacun a son rôle et chacun a sa place et on le ressent et c'est vraiment une belle harmonie et une force, une très belle force pour notre parti. C'est un peu, ça me fait penser un petit peu au monde des dessins animés, Belle Harmonie, Oui, oui, etc. oui, On c'est n'est sûr. pas à l'abri. Non, 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 non. On a vu par exemple chez la France Insoumise que effectivement Jean-Luc Mélenchon, parallèle, avait Oui, lui aussi posé sa patte et chez certains ça a posé problème. François Ruffin qui a pris ses distances, Alexis Corbière, Raquel Garrido, eux ils ont plus subi une purge qu'autre chose d'ailleurs. Qui nous dit qu'au Rassemblement national ça n'arrivera pas? Je pense on est quand même assez éloigné de la France insoumise dans notre comportement ou dans nos idées. Donc déjà, je Ah, pense qu'il y a mais déjà un fossé qui nous sépare. Et puis je pense sincèrement que ça se ressentirait s'il y avait des incohérences ou des mauvaises ententes entre Jordan Bardella ou Marine Le Pen.
Tu n'as pas eu de confidence là-dessus pour l'instant, Non, tout j'ai va pas eu de bien. confidence, je suis peut-être pas assez haut, mais non, non, en tout cas, Un jour l'ambiance peut-être. générale, oui, oui, un jour peut-être, mais l'ambiance générale, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est une belle harmonie, une grande force à la tête de notre parti, et on en est tous fiers, tous les militants, et je pense que c'est ce qui nous porte tous à cette unité au sein du parti en tout cas. Je pense que l'unité du parti est l'une des clés, en tout cas, qui fait que le Rassemblement national obtient des scores électoraux. Aussi le phénomène de respectabilité. Là aussi la différence entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, un Donald Trump totalement outrancier qui, lui, Oui, la voilà, respectabilité, oui, ce n'est pas un mot du tout qu'il connaît dans son vocabulaire. oui, On est dans l'outrance à gogo, ça s'insulte à foison, ça insulte ses adversaires. D'ailleurs, Kamala Harris, à la fin de la campagne, a aussi emprunté cette voie-là. C'est ah oui, peut-être aussi oui, ce qui oui, l'a fait perdre, c'est-à-dire oui, rentrer c'est sûr. dans une forme de vocabulaire outrancier. En France, pas du tout. Certaines et certains des observateurs Mm. euh, disent que la France insoumise bordélise, entre guillemets, un petit peu l'Assemblée nationale. Oui, oui. Le Rassemblement national, lui, c'est vraiment une respectabilité à tout prix, pas de vagues, vraiment. Oui, on Ça, est, c'est une matrice qui est vraiment imposée dans le parti. Est-ce que c'est naturel, c'est-à-dire que, ou alors c'est une matrice vraiment imposée dans le parti? Il faut être carré, on ne laisse rien passer au niveau des polémiques qu'il pourrait y avoir au sein du parti. Pas d'outrance à la Donald Trump. ouais. Ça, c'est quelque chose qui, dans ton parti, vraiment est une matrice. Bah, c'est pas forcément, y C'est-à-dire a que c'est pas, on n'a impulsé pas par Bardella ou Le Pen qui oui, disent oui, non, il on faut n'a pas vraiment. un code de conduite qui dit vous Voilà, c'est ça. répondez pas. Il Non, n'y a pas de non, code de non, conduite. non, non. Ça pourrait. Oui, ça pourrait être le cas, mais on n'a pas ça. Mais je pense que on a tous conscience de l'enjeu. Si on est au Rassemblement national aujourd'hui, c'est qu'on a conscience qu'il faut changer les choses et que rien ne va. Il faut savoir que chacun de nos comportements individuels, autant à moi autant à moi en tant que militant qu'à un cadre ou qui que ce soit, chacun de nos comportements peut nuire à l'image de notre parti. On le sait. Toute la sphère médiatique n'attend que ça. Il suffit que quelqu'un fasse un faux pas, comme n'importe qui ferait, comme la France Insoumise fait. Là, tous les jours, on a une nouvelle d'une folie qu'un de leurs membres a fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on marche de travers. Aujourd'hui, on traverse un passage piéton alors que le bonhomme est rouge. On a un article dans Mediapart. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui. On a conscience de ce poids médiatique qui pèse sur nos épaules. Et donc, évidemment, Marine Le Pen nous met en garde. On a une image à tenir. Je pense qu'on est aussi porté par cette volonté de bien faire les choses et d'être républicain et de ne pas agir comme nos opposants politiques. Tu parlais de l'espace médiatique, ça me fait penser à finalement un aspect médiatique, celui des médias. Aux États-Unis, effectivement, ils ont fait campagne contre Donald Trump. On a vu ce que ça a donné. En France, toi, quel est le ressenti que tu as? Est-ce que tu sens d'ailleurs une évolution par rapport à 2017 Grâce au privé, oui. Je sens une évolution grâce au privé. Je sais que des médias privés, ça peut être tendancieux puisque la ligne éditoriale, elle n'est pas forcément, je veux dire, contrôlée. Mais quand on regarde Ah, tu le aujourd'hui, reconnais? ah oui, je le reconnais que ça peut être un danger. Ça, c'est évident, il ne faut pas non plus être niais. Mais aujourd'hui, je reconnais aussi que grâce au privé, on arrive un petit peu à se faire entendre. On arrive quand même à dire un petit peu la vérité. Ce n'est pas des chaînes comme CNews ou des chaînes, ou plusieurs chaînes d'ailleurs, qui parfois mettaient en avant le danger que peut représenter l'immigration, mettre en avant l'insécurité qui règne dans les rues. Si on n'avait pas tout ça, je pense qu'il y aurait une ligne directrice dans tous les médias. On le voit sur France TV, sur les chaînes qui sont publiques aujourd'hui, qui sont orientées littéralement. Ça se ressent, ça se voit. Et donc, je pense que le privé nous sauve un petit peu là-dedans. Et donc, ça me fait dire juste après que oui, aujourd'hui, dans les chaînes publiques, la plupart, on est mal perçu, on est mal montré. Et quand on est invité, on est affligé. C'est quelque chose que les Français de droite ressentent. Nous, on est toujours mis sur le devant. Mis sur le devant pour les choses qui peuvent être problématiques et c'est jamais simple, disons, de garder cette image neutre quand tout le monde nous affiche dans les médias en tout cas. J'allais dire justement, merci Tony pour cette réaction à la victoire de Donald Trump. J'allais dire, Manasseh arrive dans quelques instants puisque j'ai les messages de notre cher Lucas, chroniqueur, qui fait l'entremetteur ce soir et je l'en remercie. Manasseh, je crois, est aux portes du studio. J'ai entendu des bruits de pas, donc elle devrait arriver. Voilà. Bonjour.
Voilà, elle arrive, elle prend le temps de saluer Il faut, les équipes et elle va nous rejoindre tout de suite. Merci Manassé, pas de souci, je t'en prie, assis-toi. Bonjour. Voilà, des petits soucis de transport, j'ai cru comprendre. C'est compliqué. C'est compliqué pour venir ici jusqu'à ce champ. Hein. C'est un petit peu la galère. Partant de Versailles en plus. Mais justement, merci à toi pour ta volonté et ne pas avoir renoncé, parce que c'est vrai que parfois la distance peut être un frein. Donc merci à toi. On a commencé à discuter avec Tony des élections américaines en préambule et de la victoire de Donald Trump. Et justement, alors d'abord, je te laisse te présenter à nos viewers et puis ensuite une réaction à la victoire de Donald Trump. D'ailleurs, dernière information qui vient de nous parvenir, c'était peut-être le dernier levier pour confirmer la victoire. Kamala Harris a appelé Donald Trump pour lui concéder sa défaite à l'instant. Ok. Manassé. Bon, je vais être assez rapide pour la présentation pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc déjà, merci pour l'invitation. Enfin, merci à toute l'équipe pour l'organisation. J'étais très ravie de recevoir l'invitation. Parce que de mon parcours académique, j'ai été dans des associations étudiantes en faisant des initiatives similaires, mais il n'y avait jamais ce format émission. Donc c'est assez novateur, je salue l'initiative et je suis ravie d'être là. Donc Manassé, diplômé d'un cursus de droit, sciences politiques, puis j'ai bifurqué totalement en sciences politiques avec un cursus, un master en sciences politiques et relations internationales, puis un doctorant actuellement en sciences politiques et relations internationales, axé sur les affaires étrangères, la diplomatie économique. Et en parallèle, du coup, j'ai pu avoir quelques expériences au ministère de l'Éducation nationale sur les politiques européennes de jeunesse. Je pense que ça parlera tout ce qui est Erasmus. Bien sûr. Puis récemment au ministère de l'Économie, plutôt sur l'exportation des entreprises technologiques et leur attractivité dans le monde des affaires. Donc un parcours très complet et justement ton expertise va nous servir ce soir pour notre débat. Juste avant, j'avais posé la question à Tony, une réaction par rapport à la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Alors hier soir, le mouvement démocrate, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans ma présentation pour être un peu neutre, mais donc je suis militante chez les Jeunes démocrates, la branche jeune du MoDem, le mouvement démocrate, et je suis actuellement élue au bureau national et je suis la déléguée départementale dans les Yvelines. Et hier soir d'ailleurs, on était en soirée électorale américaine en croisant les doigts pour que ce soit plutôt les démocrates, ça nous aurait beaucoup plus parlé. Mais je pense que le peuple américain a fait son choix, il faut le respecter. Parce que les attentes c'est important de le dire, bien sûr, qu'on aurait pu avoir, nous, en représentant la France et l'Union européenne, ce sont des intérêts propres à nous. On ne va pas se mentir. On regardait nos traités, nos accords, etc. Mais en face, les Américains, ils ont voulu choisir pour eux, notamment la classe populaire. Je pense qu'il faut saluer ça, cette démarche, mais en même temps éveiller les consciences sur notre responsabilité individuelle, sur ce que la France ferait et sur ce que l'Union européenne pourra faire. Vu mon parcours, je ne pourrais pas dire s'émanciper des relations internationales, mais en tout cas d'avoir une posture indépendante, assez indépendante et plutôt bilatérale que multilatérale. Si jamais Trump ne veut pas négocier avec l'Europe ou avec la France, en ce moment-là, tourner en tout cas le visage auprès de celui qui pourrait. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que les collaborations se poursuivent. Cet élan, l'amitié franco-américaine a toujours existé et on fera en sorte qu'elle résiste à toute cette vague qui pourrait mouvementer tout cela. Bien sûr, et il faudra tout de même rester vigilant, notamment par rapport aux droits de douane et aux questions économiques, où l'Europe pourrait être très pénalisée sur ces questions-là dès le début de son mandat, parce qu'on le rappelait avec Tony, Donald Trump a véritablement tous les leviers. Il a le Sénat, la Chambre des représentants, les juges à la Cour suprême, et puis quelque chose d'anecdotique, mais il a pour la première fois depuis 2004 pour le Parti républicain obtenu le vote populaire. Ça prouve une véritable impulsion, et c'est important que toi tu puisses reconnaître la souveraineté du peuple américain et dire voilà, ils ont choisi. Oui, alors en tout cas là-dessus on peut pas plus dramatiser que ça, parce qu'il a eu le vote pas que des grands électeurs. C'est ça, le vote populaire. Donc les électeurs ont fait leur choix. Maintenant, après, il y a des enjeux. Après, on va pas refaire l'histoire ni le présent, parce que Kamala Harris a dû faire campagne très tardivement. Tu penses que toi, c'est une des raisons de sa défaite? Comment tu expliques la défaite de Kamala Harris?
Je pense qu'on ne pourrait pas avoir des réponses exactes, à moins vraiment de lire dans les pensées des Américains. Mais je pense que l'une des réponses, un peu d'un angle stratégique totalement militant, je pense que la campagne, elle a été très courte pour elle, parce que Joe Biden a eu le temps de faire campagne jusqu'à se rendre compte qu'il fallait un autre candidat, une candidate en l'occurrence. Mais c'était assez tard pour elle de prendre ses marques. Et parce que quand elle a vraiment commencé à prendre ses marques, on a vu qu'il y avait un bon élan. Notamment le débat qu'elle a fait avec Donald Trump, c'est même pour ça qu'il n'a plus jamais voulu faire des débats avec elle. Ça montrait la dynamique qu'elle pouvait avoir, mais pas assez de temps malheureusement. Et quand Donald Trump est en campagne depuis 5 ans, il répète, il a contesté les résultats de Biden et il s'est mis en campagne tout de suite. Et quand on a eu quelques mois en face, je pense que c'était, malgré toutes les compétences qu'on peut avoir, c'était pas évident. Puis il y a l'angle économique, c'est selon moi qui a pu jouer, parce que dans je sais pas si on peut dire l'imaginaire, mais il y a cette idée que Donald Trump serait meilleur d'un point de vue économique par rapport à Kamala Harris, alors que factuellement, c'est le contraire. Mais c'est comme ça, parce qu'il a su s'allier avec des personnes qui parlent. Comme Elon Musk, comme Jeff Bezos. Les entrepreneurs, alors qu'elle, c'était plutôt des artistes. Donc ça peut peut-être jouer à son... Elon Musk, quand même, en termes économiques, je ne sais pas forcément un mauvais exemple. C'est un homme qui a réussi. Oui, mais ce n'est pas le seul qui a réussi. Et même dans son secteur, ce n'est pas le seul. Mais les autres sont un peu moins aussi idéologistes et ils sont plus entrepreneurs, tout simplement. Je pense à tous les GAFA, les autres GAFA qui s'en sortent très bien, mais qui ont soutenu d'ailleurs d'une manière plutôt discrète, contrairement à Elon Musk, mais en restant dans leur position d'entrepreneur et qui sont aussi très influents. Avec Google, on peut pas nier son impact. Je suis sûre qu'ici, sur le plateau, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est connecté à Google, soit par mail, soit sur un logiciel. Bon. Ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien et on ne peut pas s'en passer, quoi. Clairement pas, non, bien sûr que non. Voilà, donc ça c'est pour la réaction américaine. Mais je reste positive, donc j'espère qu'il a pris les leçons aussi, Donald Trump, des 5 dernières années, depuis 2016, quand il était au pouvoir, et ce qui a fait qu'il ne soit pas réélu ensuite. Donc j'espère qu'il fera le point lui-même et qu'il prendra maintenant les bonnes décisions en prenant en compte les intérêts européens, françaises, de la communauté internationale. Et puis dire aussi que finalement la campagne de 2028 commence dès aujourd'hui, notamment, j'ai envie de dire oui, le Parti démocrate, mais aussi le Parti républicain, puisque Donald Trump ne peut plus se présenter. La limite aux États-Unis, c'est 2 mandats, consécutifs ou non consécutifs, c'est 2 mandats, point. Donc Donald Trump ne pourra pas se représenter en 2028, donc il y aura un nouveau candidat à la présidence. Et puis pour le Parti démocrate, tirer les leçons de cette défaite, et puis même pour le Parti démocrate, commencer sa campagne dès maintenant, comme l'a fait Trump en réalité en 2020, c'est-à-dire copier-coller des mêmes stratégies pour récupérer de nouveau la victoire en 2028. Mais en tout cas, merci d'avoir pu réagir à cette élection. On aura l'occasion d'en reparler autour d'une spéciale, très probablement au mois de janvier, lors de l'investiture de Donald Trump. On invitera des démocrates et des républicains basés en France pour un sujet et un débat très intéressant. Mais on va donc passer à notre débat du soir, défis migratoires et attractivité de la France. Avec, pour rentrer dans le vif du sujet, une toute première question. La France a-t-elle toujours les moyens d'accueillir décemment les nouveaux arrivants? Ça, c'est une question qui est beaucoup posée aussi dans les médias. Toi, Manassé, qu'est-ce que tu en penses du fait de l'économie actuelle de la France, du fait de pas mal de ressorts? Quelle est ta réponse? J'aime bien la précision sur le mot décent, parce que ça change tout. Bien sûr. D'un point de vue général, je pense que oui, la France a les moyens, mais c'est vraiment au niveau de la décence. La France aujourd'hui, comme d'ailleurs plusieurs autres États au sein de l'Union européenne ou à l'international, sont confrontés à la question en fait, de l'augmentation, pour ne pas dire défi, mais l'augmentation de nombre de personnes qui ont cette culture de mobilité, en tout cas, d'aller d'un pays à un autre, que ce soit par choix ou par contrainte. Donc, en se retrouvant dans ce genre de situation, il faut s'adapter en fait aux mutations de la société. Voilà. Il y a beaucoup plus de monde qui immigre et il faut s'adapter. Aujourd'hui, est-ce que la France a toujours les moyens? Factuellement, elle a les moyens, mais ce sont des moyens qui doivent être, à mon avis, renouvelés, adaptés.
pour répondre aux besoins qui ont muté. Donc, les mesures doivent aussi muter pour suivre cet élan. Et l'une de mesures, en tout cas, aujourd'hui, à poursuivre et qui marche très bien, selon moi, c'est vraiment cette question de décence dans l'accueil, pour avoir un accueil qui soit dans des conditions qui respectent la dignité de la personne humaine, mais aussi de manière à intégrer ces personnes aux cultures, aux mœurs françaises, mais aussi à l'économie, puisque d'ailleurs, le socle économique est l'un des moyens le plus naturels pour quelqu'un de s'intégrer à une culture. Donc oui, pour résumer, donc oui, la France a les moyens, mais peut-être pas assez adaptés aujourd'hui face à l'augmentation de nombre qui d'ailleurs va toujours croître, à mon avis, parce que... Oui, c'est même sûr. qui va croître puisqu'il y a forcément d'autres facteurs extérieurs à la question migratoire qui font que ça va croître. Pour moi, d'un point de vue culturel, les jeunes notamment, cette volonté d'aller... c'est un choix, vraiment. Les jeunes ont besoin, moi y compris, d'aller faire des études ailleurs, d'avoir une première expérience dans un autre pays. Donc, des fois, c'est un choix d'avoir des étudiants étrangers dans un pays ou un autre. Et il y a aussi des questions, en fait, de sécurité. On est dans des situations de guerre. Plus il y a des conflits dans le monde, plus il y aura des immigrants, des réfugiés qui fuient ces conflits. Donc, s'il y a moins de guerre, moins de réfugiés. La crise climatique va aussi entraîner des vagues migratoires et aussi les questions économiques qui créent toujours des vagues migratoires. Donc, je pense qu'en fonction des évolutions de la société, il faut adapter les mesures, mais il y a des moyens qui juste doivent être un peu plus adaptés. Mais ça, c'est le rôle pour moi de la société, du gouvernement, de la vie politique. Elle s'adapte toujours à ce qui arrive et il n'y a pas de raison qu'on puisse s'effondrer. Je pense que ça ira. Tony, une réaction à ce que vient de dire Manassé et puis ta vision sur ce sujet. Juste avant, n'hésitez pas à réagir dans le live sur Twitch, évidemment. Vous êtes nombreuses et nombreux ce soir, de ce que je peux constater de prime abord. Donc merci à vous pour votre fidélité. Donc n'hésitez pas à réagir. Tony. Moi, je vais réagir pour commencer par la fin de ton discours. Je peux te tutoyer. Oui, pas de problème. Tu dis que tu penses que ça ira. Je pense pas que c'est ce qui résonne dans l'esprit de tous les Français aujourd'hui. Dans l'espoir qu'ont les Français aussi aujourd'hui. Je sais pas, ça ira, c'est pas ce qui remonte tout de suite quand on vit en France et qu'on voit les conditions autant d'accueil qui sont indécentes. Moi, je le constate. On a des moyens qui sont mis en place, mais bien accueillir dans un pays, comme tu parlais d'économie aujourd'hui, donc économiquement, c'est déjà octroyer un travail et un logement à une personne, avant toutes les autres questions. Aujourd'hui, en France, on a, pour la question du travail, 2,3 millions de chômeurs. C'est un fait, et c'est une masse pour notre économie, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut régler. Et on a également une crise du logement qui ne va pas en s'améliorant si on regarde les prochaines les analyses. Je lisais une analyse d'un avis notarié, de notaire, pardon, récemment, qui disait que c'était très inquiétant. On a une crise du logement qui arrive en France. Donc, je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, on n'est plus capable d'assumer cette immigration qui arrive incontrôlée et en masse. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais un peu hésitante, mais moi je te dis, c'est sûr, ça va aller en augmentation, c'est évident. Et donc aujourd'hui, c'est un problème et on n'est plus capable de le faire de manière décente. On a des personnes, il suffit d'aller à Calais ou à Porte de la Chapelle, on a des personnes, il faut voir leurs conditions de vie. Et je veux dire, quand on est un petit peu humain, on peut se dire que ça, c'est pas possible. Et donc, on ne peut pas continuer à lancer ce message de ça va aller, on s'adaptera, parce que non, on n'arrive pas à s'adapter. Les moyens factuels ne changent pas. Nos moyens sont tels qu'ils sont. Et aujourd'hui, on n'en a plus les moyens. On a des problèmes à régler en France, avec les Français. Il y a des Français qui ont des attentes, pas seulement l'immigration. Je sais que l'immigration a des attentes, mais les Français en ont également. Et je pense que quand on vit dans un pays, dans une nation, avec nos compatriotes, la priorité, c'est de s'occuper de nos compatriotes avant de penser aux attentes du reste du monde. C'est ce que je pense là-dessus. Donc, on le voit, et puis il y a cette politique aussi, désolé, mais cette politique d'Emmanuel Macron, qui est littéralement liée à ton groupe politique,
qui a été aussi peu démonstrative de ce qu'on peut appeler des capacités décentes d'accueil des immigrés, notamment pour les Jeux Olympiques. Ils ont fait un énorme nettoyage social dans Paris. Ils prenaient des immigrés, ils leur ont proposé de monter dans des bus pour les emmener je ne sais où, à Besançon. On a vu cette histoire. Ils les repoussaient vers des quais, ils allaient chercher des gens sous les ponts pour leur dire dégagez, il ne faut pas qu'on vous voit ici, c'est pas l'image qu'on veut rejeter. Ça montre d'une seule chose, si ces gens dorment sous des ponts aujourd'hui, si ils sont dans ces conditions de vie, c'est qu'on n'arrive pas à faire autrement et que ça ne fonctionne plus. Donc, quand ça ne fonctionne plus, il faut prendre des décisions et il faut agir autrement. C'est ce que je pense en tout cas. Droit de réponse, Manassé. Merci. Alors, je pense qu'on a dit la même chose, mais juste on l'a développé différemment. Tout à fait. J'aime bien la dernière phrase que tu as évoquée. On doit agir autrement. C'est un peu ce que j'ai dit. On doit s'adapter puisque la société est en pleine mutation. Et en fait, cette mutation va entraîner des flux migratoires plus importants. Mais ça, c'est un fait. Pas que français, c'est un fait mondial. Il y aura des vagues. Et la France, elle ne peut pas s'extraire du monde pour dire que face à ce problème... pardon, c'est trop difficile pour moi et je veux me contenter de faire ce qui me semble plus simple. Je pense que la France est une... On ne s'extrait pas de ces problèmes. En fait, on ne fait pas ça. C'est On un est en peu plein dedans. ça. On est en plein dedans. Là. Alors, on est en plein dedans comme tout le monde. Oui. Et ce que je dis, c'est un fait de société. C'est un fait de société, comme la crise écologique est un fait de société. C'est pourquoi il va y avoir toujours de rencontres mondiales comme les COP, etc. Il n'y en a peut-être pas d'un point de vue mondial. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est plutôt à l'échelle européenne qu'on essaye de régler les problèmes migratoires, puisque les frontières aussi sont liées. Mais aujourd'hui, pour moi, les résultats sont mauvais. La France... C'est ça le problème. C'est que ce que vous essayez de faire à l'échelle européenne, la chose entre vous et moi, la différence entre toi et moi, c'est que ton groupe politique est au pouvoir. Ton groupe politique a tenté de faire des choses qui n'ont pas fonctionné. Là, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, il suffit de constater les conditions actuelles. Il suffit de regarder autour de soi. Ça ne fonctionne pas. En parlant des conditions, parce que alors la politique, elle est faite pour aller dans le sens de l'amélioration. En 2018, par exemple, il y a eu ce projet de loi Asile-Immigration pour réduire le nombre la durée du traitement des demandes d'asile, parce qu'on était sur des demandes qui étaient traitées sur 2 ans. Donc sur 2 ans, en fait, la personne est dans une situation pas irrégulière, mais transitoire, et c'est pas encore son sort. Donc, il y a cette politique indirecte. La personne n'a pas droit au logement, n'a pas droit à un travail. Donc, ça crée cette précarité que tu évoques, les situations indécentes. Ouais. Aujourd'hui, la durée du traitement d'asile est réduite à 6 mois. Il y a eu les accords, par exemple, avec l'accord Dublin, qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a des immigrations irrégulières qui rentrent, en tout cas, si une personne est rentrée par l'Allemagne, c'est pas parce qu'elle parle français qu'elle peut décider, moi, je préfère plutôt aller en Belgique parce que je serai plus à l'aise. Donc, si tu es en situation d'immigration et que tu fuis quelque chose, tu es en insécurité, tu n'as pas besoin de choisir le pays qui te semble le plus approprié. Aujourd'hui, l'accord Dublin existe et en fait, ça permet de protéger tous les pays de l'Union européenne. Pas d'ailleurs la France en premier, ça serait plutôt l'Espagne, puisque l'Espagne est vraiment confrontée à ça à cause de la mer. En fait, il y a beaucoup plus d'entrées en Espagne, mais ensuite, les gens... décide plus ou moins de quitter l'Espagne ou pas. Je te rejoins là-dessus, mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose qu'on est obligé d'accepter. C'est pas parce que ça se passe comme ça qu'on... on n'est pas obligé d'accepter, mais on est obligé de le réguler. Parce que c'est ça la politique. Ce que tu as comme discours, c'est de dire, regardez, on va s'adapter à ce qui arrivera, et plus on arrivera, plus on devra s'adapter, et puis là, on n'y arrive pas, donc on va encore plus augmenter nos moyens, on va encore plus... Moi, j'ai un autre discours qui est, à un moment, si on voit que ce n'est pas possible de s'adapter, on peut... En fait, cette politique du moins pire, c'est pas forcément la meilleure des politiques. Ce n'est pas la politique du moins pire. Si on réduit à 6 mois le délai d'attente pour avoir un travail à logement. Parce que c'est en fait, si on parle de 6 mois pour une personne. Aujourd'hui, 6 mois, c'est quand même énorme. La France n'est pas le pays qui accueille le plus d'immigrants dans l'Union européenne. On a quand même notre quota. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui accueille le plus, alors qu'il n'y a même pas la langue française, par exemple, qui est abordée, parce que c'est lent. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se trouve, c'est l'Allemagne, alors que l'allemand est parlé... Sur le terrain, les Allemands reviennent un petit peu sur ça. C'est Angela Merkel qui avait ouvert les frontières en 2014-2015 pour un apport de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une corrélation à faire entre la montée de l'AfD, parti d'extrême droite en Allemagne, et cette situation liée à l'immigration. Et l'Allemagne a été capable de faire des choses
qui ne s'étaient pas forcément faites en Europe, en tout cas. Comme de quelles mesures, par exemple, tu parles que Elle l'Allemagne aurait fait que elle la avait France mis, n'a pas elle fait. avait mis une mesure en place, notamment dans l'espace Schengen, pour contrôler davantage l'immigration qui avait déjà passé la frontière européenne, pour avoir un second contrôle aux portes de l'Allemagne. Et ça, l'Allemagne l'avait mise en place. Quand il y avait eu le défi, je ne sais plus si c'était pendant la crise Covid ou pas, j'ai plus vraiment Parce la que toutes les temporalité mesures précise, mais faites ça a été au fait. niveau de Et Schengen, ça a fonctionné. la France est membre de l'espace Schengen. Bien sûr. Donc toutes les mesures appliquées, même si l'initiative vient de l'Allemagne, et c'est très bien, c'est aussi pour ça qu'on s'allie qu'on a des alliés à l'international, parce que même si ça ne vient pas de nous, on bénéficie des avantages de certaines décisions. Donc si cette décision a été initiée par l'Allemagne, elle profite aussi à la France, donc elle est applicable de fait à la France, puisque la France est membre de l'espace Schengen. Oui, je sais, mais elle a été initiée par l'Allemagne pour l'Allemagne, pour ce qui s'était passé. Ça n'avait pas contrôlé nos arrivées à nous d'immigration, pour le coup. Donc, et puis, si on peut un petit peu arrêter de parler de l'Allemagne et qu'on se concentre sur la France, on voit bien qu'on est quand même touché par tout cela et qu'on revient au même problème. C'est qu'aujourd'hui, si demain les Français n'ont plus envie d'avoir cette politique d'accueil, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Avec l'Europe, on n'a pas le choix. On n'a pas notre mot à dire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Quand un peuple décide, un peuple devrait avoir ce qu'il désire. Un peuple devrait avoir le pouvoir de pas se mettre en danger ou qu'on ne le mette pas en danger. Parce qu'aujourd'hui, une partie de l'immigration peut représenter un danger pour le peuple français. On le voit. On abordera ça plus. Après, Tony, le but aussi du débat sur l'immigration et de voir le prisme de l'immigration sous un angle autre, un angle différent, et la positivité que l'immigration peut apporter. Mais évidemment, mais c'est pas pour autant qu'on peut oublier le côté négatif bien de sûr. l'immigration. Et ça, je pense justement, je voulais te poser une question par rapport à, pour aborder l'autre angle. En quoi, pour toi, l'immigration contribue-t-elle à la dynamisation des secteurs économiques en France ? C'est assez réel, certains chiffres en parlent. Et comment cela renforce-t-il l'attractivité du pays pour les travailleurs étrangers ? Comment tu te positionnes sur cette question ? Je me positionne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est évident qu'il y a une immigration qui apporte quelque chose dans des métiers à tension, où on manque de main-d'œuvre, où les Français ne veulent pas aller travailler. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aime dire, ce n'est pas quelque chose que j'aime accepter ou penser. C'est une forme de néocolonialisme que de se dire si les Français de leur piédestal n'ont pas envie de faire tel emploi, on va demander aux immigrés africains qui vont débarquer. Je suis désolé, mais ça, je trouve ça inadmissible comme manière de penser. Et je pense que là-dessus, ça ne doit pas être le cheval de course pour se dire oui, mais regardez, c'est bon. Je pense je le répète, on a 2,3 millions de chômeurs en France. Je veux dire, s'il y a des métiers, s'il y a des besoins de main-d'œuvre en France, on l'a. C'est juste qu'actuellement, elle ne travaille pas. Parce que ça ne rémunère pas assez, ou parce que la rémunération est surtaxée et la vie est surtaxée. Donc parfois, c'est plus agréable de ne pas travailler en France, et c'est un problème, que d'aller faire justement ces métiers où aujourd'hui, les Français se disent c'est pas grave, les immigrés vont le faire. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve indécent humainement. Manassé, droit de réponse sur l'attractivité, justement. Alors, je ne suis pas du tout d'accord parce que alors, l'immigration ne contribue pas seulement à redynamiser les secteurs en tension et les métiers peu valorisés comme tu as pu le sous-entendre. D'ailleurs, au contraire, ça, c'est une situation que j'ai pu rencontrer personnellement dans le cadre de mon expérience au ministère de l'Économie. La France, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est vrai qu'on peut très bien aimer la France et se dire qu'on attire tout le monde et qu'on a énormément de talents. Mais en fait, concrètement, la France manque des talents dans certains secteurs et a vraiment besoin. L'attractivité, c'est aussi dans l'autre sens. On attire beaucoup, mais aussi on veut attirer d'un autre côté. On veut vraiment attirer dans les secteurs de la tech, notamment. Aujourd'hui, les ingénieurs, même français, une fois diplômés, ils préfèrent aller travailler aux États-Unis, ils préfèrent aller travailler dans d'autres pays anglo-saxons. Ça me paraît logique. Non, moi, ça me paraît pas logique. C'est pas ce que je désire, évidemment. Mais aujourd'hui, les métiers là-dedans ne rémunèrent pas assez. Comme je l'ai dit. Mais ça, c'est pas à cause de l'immigration. Parce que les salaires. C'est à cause de l'immigration. Parce que la politique, même salariale, elle ne dépend pas toujours de l'État. Enfin, les chefs d'entreprise ont aussi le droit de choisir, en tout cas, leur politique dans leur entreprise qu'ils ont créée. Comment est-ce qu'ils veulent rémunérer les gens en dehors de la fonction publique. Là, l'État a
une main et une mainmise. sûr. Et d'ailleurs, Ouais. elle le fait très bien parce que depuis 2017, on a l'indice de la fonction publique qui ne cesse d'augmenter en faveur des agents publics. Donc sur l'attractivité, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas que les métiers en tension qui Alors, j'ai contribuent pas à dit qu'il y avait que ces redynamiser. métiers. J'ai évoqué les métiers en tension parce que moi, par exemple, qui travaille et qui vit dans un milieu de Seine-et-Marne très rural, je sais que les agriculteurs, par exemple, ils peuvent avoir besoin de cette main-d'œuvre aujourd'hui et elle est majoritairement immigrée. Après, Ça, c'est donc c'est un exemple que j'ai évoqué. J'ai pas dit que c'était l'absolu ou que c'était uniquement ça. Évidemment qu'on a des chercheurs issus de l'immigration en France qui sont même à des hauts postes et qui servent la France, mais de manière magnifique. Et on n'est pas contre ça. Mais je pense que vous voyez que même ces chercheurs-là, ils ont pas envie de voir le pays dans lequel ils travaillent se dégrader à ce point, y compris ses conditions. Mais en fait, ça n'a aucun rapport. La dégradation d'un pays sur un secteur précis, ça n'a toujours pas de lien avec l'immigration. Parce que l'immigration, elle a deux facettes. Ça peut en avoir. Elle a deux facettes. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord. Même au niveau de l'Assemblée nationale, les votes sont entre le Rassemblement national et donc le groupe majoritaire Ensemble pour la République, l'ex-majorité, vote assez de la même manière. En tout cas, un point est sûr, on est contre l'immigration irrégulière et ça, il faut la réguler. C'est pas le message que Par vous contre, que vous sur envoyez, l'immigration, après, il y a une différence entre le message qu'on envoie en fonction de ce que Pourtant, les les gens résultats comprennent sont là. et les faits. Les faits, c'est voir ce qui a si été on parle voté des faits, depuis 2017. Si on parle des faits, Le 500 pacte- millions d'euros d'aide, de budget d'État pour les associations d'aide à l'immigration Alors, qui est en ces difficulté, associations qui passent à 1 contribuent- milliard Ces en associations 2022. contribuent à ce que Ça, tu as c'est si sous bien Macron. défendu sur la décence en fait, de ces personnes immigrées. Moi, je pense Parce que que la tu décence, as ça parlé démarre à un des- autre endroit. La décence, ça démarre pas quand on a traversé la mer et qu'on Elle a déjà risqué sa vie. démarre quand la Elle décence démarre au départ, la décence. C'est quoi les départs pour Au départ, c'est se dire ne venez pas ici pour dormir sous un pont. Ça, c'est avoir de la décence. Mais en fait, on C'est peut pas pas le message que vous contrôler, envoyez. quelqu'un qui est aujourd'hui, par exemple, au Liban actuellement, qui a subi des bombardements, qui a trouvé un moyen, je ne Réfugiés sais de guerre, comment. c'est un autre sujet. Oui, mais c'est aussi l'immigration. Parce que, alors, dites-moi Bien de sûr, quelle oui. immigration vous parlez. Parce que l'immigration, c'est tout Alors, ça. faut savoir que Là, on l'immigration en parlait- France la plus importante, c'est le regroupement familial. Ça, c'est un fait. Alors, ça, c'est Alain encore... Manassé, je te vois. Ah oui, tu peux. Oui, parce pourtant, que ça, c'est encore un autre Il y a sujet. un vent frais qui est Le- passé, là. bah, Il y a eu un- si Le on parle regroupement familial n'est pas de l'immigration, parce que ça serait plus de l'expatriation. En fait, il y a le côté, ce que j'ai dit, il y a le côté choix et l'immigration dans le sens évoqué aujourd'hui. C'est plus sur le côté immigration irrégulière ou en tout cas involontaire, parce qu'on a fui pour des raisons sécuritaires ou pour des raisons économiques. Oui. Si on part d'un choix d'une personne, vous qui trouvez un emploi aujourd'hui en Angleterre et en fait vous avez des enfants, vous voulez que vos enfants vous rejoignent, ce n'est pas l'immigration irrégulière. En fait, c'est un fait de société, vous avez besoin d'être avec votre la famille. qualité de vie en Angleterre n'est pas bonne, je vais pas ramener ma famille vivre en Angleterre. Bah, si vous... Et en l'occurrence, c'est aussi un problème, ça peut aussi représenter un problème, que toutes les Non, personnes non, qui non. sont prêtes à travailler, à apporter des choses excellentes comme elles peuvent En le fait, faire en les France. gens font des pourquoi choix elles ne le font- de elles peuvent vie, pas le pas faire seulement sur également dans leur l'angle pays. qualité de vie. Enfin, Mais par bien exemple, sûr. même pour un travail, Mais bien sûr, je mais connais le fait est plusieurs qu'aujourd'hui, On personnes. ne choisit pas justement ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas les seuls qui viennent. Et ils représentent même une minorité. En fait, après, on va de coq à l'âne en fonction Oui, de c'est sûr. plusieurs types d'immigration. Pour revenir déjà sur la question qui était posée sur l'attractivité, Oui. donc mon point c'était qu'il n'y a pas que les métiers en tension qui attirent, mais ce métier en tension, et même un peu en catégorie socio-professionnelle qui serait considérée basse par certains, n'est pas forcément dégradant parce qu'il contribue en tout cas à aider, à solidifier l'économie, que ce soit dans la restauration, dans les échafaudages. On en a besoin, ça fait partie de notre Bien sûr, quotidien et on a pu observer leurs valeurs On a aussi pendant besoin la que les crise. chômeurs travaillent. dans- On a aussi besoin que les Français travaillent. Oui, mais les Français ont le droit de travailler et il faut qu'ils travaillent. Mais ça, Oui. l'un n'exclut pas l'autre. Bah, Enfin, quand l'un des n'exclut pas l'autre. quand des postes sont pris par des personnes parce que les Français ne veulent pas faire ces postes, Mais si, c'est l'un contradictoire du exclut coup, parce l'autre, que du coup. là, tu es en train de me dire que le Français lambda Ça n'a arrive, oui. pas voulu travailler bien et sûr. donc on est sur un poste vacant Oui. qui a été occupé par une personne qui doit s'intégrer justement parce Et que si moi, elle je est dis que c'est un problème. si elle est pas parce que si elle est en chômage, Ouais. bah
ça a un lien avec la décence du coup de la personne humaine parce qu'elle n'a pas d'emploi et c'est là où ça crée un repli social et un manque d'intégration. Mais Cette bien sûr. intégration que vous défendez si bien, comment Ouais. elle va se faire si la personne ne travaille pas, sachant qu'on est sur un poste vacant et en fait le restaurateur qui a son restaurant a besoin que le restaurant fonctionne. Oui. Et le Français aussi a besoin d'aller au restaurant pour dîner en famille. Et le Français En a fait, aussi besoin de travailler au restaurant aussi. Oui, mais il faut c'est qu'il aille nécessaire. travailler. Bah, mais ça, mais l'un on est n'exclut d'accord pas là-dessus. l'autre. Mais il faut qu'il aille travailler, Mais justement. aujourd'hui, la politique ne peut pas indiquer aux gens quel métier faire. Je pense que les gens, Non. que ce soit les jeunes Ça, ou c'est tout le sûr. monde tout le monde a la liberté de choisir son métier. Mhm. Tout le monde a la liberté de choisir sa formation, son métier et Ah, s'épanouir dans son oui. travail. Et d'ailleurs, des études, j'ai pas le sondage, me prouve que les Français choisissent beaucoup plus le travail en fonction du sens, pas forcément de la rémunération, le sens qu'ils accordent. Oui. Et notamment les jeunes, on voit de plus en plus la recherche de cette quête, soit écologique ou sociale, avec la Mhm. culture de l'entreprise, etc. Mhm. Si dans ce métier-là, on ne se retrouve pas, on a le choix de ne pas le vouloir, qu'il y ait un immigré derrière ou pas. Moi, quand je suis devant un poste, je me dis pas, bah, si je l'ai pas, peut-être qu'un Syrien va l'avoir. Enfin, c'est pas la question que je me pose. Je fais un projet professionnel personnel. En ne me disant pas que si je l'ai pas, bah tiens, Tony va l'avoir. Enfin, c'est vraiment de la mauvaise foi, c'est du cynisme de se dire, bah du coup, je vais quand même l'avoir parce que je vais pas que l'autre le prenne. Oui, c'est pas le discours. Les Français ne sont pas aussi cyniques quand ils sont dans la recherche d'emploi. C'est Bien sûr. vraiment un bonheur personnel. Et moi, je crois aussi en la théorie de la main invisible qui dit que lorsqu'on fait juste des choses pour soi-même, bah, indirectement, on participe à l'économie pour quelqu'un d'autre. Ce restaurateur qui va engager un serveur, bah, le serveur, il va engager pas que des immigrés, il va engager des Français. Et les Français ont besoin de partager des bons Bien moments sûr, en mais famille. ça n'empêche pas pour non plus qu'il y dîner. ait des Français qui recherchent Mais des il y a des postes Français qui et travaillent qui dans ne ces les métiers ont en pas tension. parce que il y a aussi cette partie des employeurs qui se servent de l'immigration pour les payer aux blagues, faire des métiers non déclarés. Et ça, c'est quelque chose qui ne contribue en rien à l'économie. Et ça, c'est un fait. Sous la Et dernière donc, les Français ne sont pas législature, pris parce que les Français, ça va amener des charges patronales, ça va amener. non, Parce que sous la il y a dernière aussi- il y a aussi ce législature, fait-là à prendre en justement, il y a compte. eu ce constat. Il y a eu ce constat. En fait, je prends vraiment, je privilégie l'approche de prendre les choses comme elles sont. Il y a des faits qui arrivent. Enfin, l'État, la société, on est là, on constate des choses et en fait, dans la vie, dans la société, il y aura toujours des vagues. Bah, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a le télétravail. Ça en fait, il faut qu'on s'adapte. Maintenant, tout le monde est en Il y a eu télétravail. la vague Macron aussi, hein, c'était pas mal. Oui, comme la vague Bardella sur TikTok. Enfin, voilà. Et bientôt, Il y a des vagues partout, des vagues plus ou moins bonnes ou mauvaises, à chacun Macron, de voir. c'était Mais très il faut qu'on s'adapte. Maintenant, avant, il n'y avait pas Internet. Maintenant, il y a Internet, il faut le réguler, etc. On ne va pas dire... parce qu'on régule Internet, c'est le chaos. Et comme il y a des abus sur Internet, il faut tout couper parce qu'il y a des avantages derrière. C'est pas question Donc, de tout pour couper, chaque- on n'est pas pour une pour chaque- immigration zéro, pour c'est chaque- une question de réguler. Bah, Comme tu as dit, c'est une question de réguler. c'est Il faut- c'est il déjà faut ce qui réguler. se fait. C'est déjà ce Justement. qui se fait, la Je régulation. pense pas, non. Justement, Tony, j'ai une question. Une question dans le live qui nous est apparue. Donc, je remercie le Gabit, voilà, qui nous a écrit et qui a une question pour Tony. Attention, je vois rigoler. C'est que Je t'écoute. c'est contagieux. Pardon. On se recentre. Comment conçois-tu la stigmatisation, Tony, des étrangers comme carburant politique du RN? Ne penses-tu pas que cela participe à des fractures entre les Français et par là l'émergence de communautarisme, notamment religieux, et qui n'aurait pas de sens dans une France apaisée? Longue question, on en a compris les grands enjeux et les grands contours. Tony, qu'as-tu à répondre à Le Gabit qu'on salue une nouvelle fois? Je pense que le fait justement de ne pas être capable de contrôler l'immigration, ça nous amène à ne pas être capable de contrôler ses impacts. Et donc les impacts de l'immigration donnent une image à l'immigration, ce qui renvoie à une certaine stigmatisation de personnes qui en sont victimes, des mauvais impacts en tout cas de cette immigration. Je nie pas qu'il y en ait des bons. Et à ce moment-là, ce n'est pas le carburant du RN. Le carburant du RN, c'est le ras-le-bol des Français. Le carburant du RN, c'est de se dire on va écouter ce que personne n'écoute aujourd'hui, ce qu'Emmanuel Macron n'écoute pas, a décidé de ne pas écouter. Et on a vu les Français, ils veulent nous donner ce pouvoir. On l'a vu aux européennes, on l'a vu aux législatives. Et désolé que ça te déplaise, mais Emmanuel Macron ne représente pas ça. Mais Et pourtant, nous, il a aujourd'hui, été élu et réélu président. Barrage, En fait, le grand barrage, le grand barrage. ça doit pouvoir vous interpeller, de vous dire bien pourquoi les Français, une fois qu'ils sont un peu frustrés, c'est comme si, c'est juste pour rendre un peu... en fait, c'est comme si on vous choisissait par dépit, juste pour faire réagir ce qu'on aime vraiment.
Et une fois qu'on doit Non, vraiment vous le choisir dé- au le dépit, second dans ce tour, cas-là, le dépit, c'est Macron. plus personne. Le dépit, Bah c'est non, Macron. puisqu'à la Si. fin, quand il Mais- y a un deux alors, tours... il y a une parce étude que- qui est non, sortie non, il n'y a non, pas longtemps. Parce qu'à la fin, quand sur il y a les un deux votes. tours, quand il y a un deux tours et qu'il faut choisir entre le RN ou peu importe Macron ou quelque chose, on est prêt à Disons tout Macron, choisir disons sauf Macron. le RN. Ouais. Pourquoi? Et en fait, on vous choisit Une juste pour majorité. faire réagir face aux problèmes. Après, Non. c'est pas mal parce que ça permet de Je remettre pense- les je curseurs pense qu'il sur y a aussi, certains points. c'est pas le seul critère à se dire, il y a aussi de la stigmatisation de notre parti, il y a de la stigmatisation. Vous savez, quand dans Mais les la médias, stigmatisation, on elle passe vient votre- d'où? Comment des politiques adverses. Ah bon? Quand dans les Parce médias, que on passe lorsque notre là, temps par à exemple, dire, il y avait c'est une- des racistes, Non, etc. non, alors, attendez. sans évoquer, en Non, survolant non, non. notre programme. Bah là, il y a plein de choses. Non, Bah, à il ce n'y a moment-là, pas si vous la, voulez, la- et- la et ça ne stigmatisation fonctionne pas non du plus. Rassemblement Ça national joue. vient de Les son médias, on histoire. l'a vu, l'histoire Non, politique ça- ça française vient de son prouve que les histoire. médias influencent majoritairement le vote des Français. Comme là, on est sur un média indépendant, du coup, profitons-en pour mettre les points sur les i. Exactement. Bah là, Je t'en prie. en parlant de la stigmatisation du RN, on a vu la dynamique pendant les européennes sur Bardella. Oui. Quelle dynamique favorable qui a entraîné après sur les législatives anticipées où les gens voulaient vraiment, on a vraiment cru que M. Bardella serait Premier ministre. Jusqu'à ce que, une fois que vous avez un peu de liberté, un peu de pouvoir, chasser le naturel, ça revient au galop. Quel On a naturel. pu voir dans vos investitures Oui. des candidats extrêmement talentueux qui ont Bien montré sûr, oui. tout leur talent de racistes, de pervers, de xénophobes. J'en fais pas. Bon, ces brebis personnes ne- galeuses Bien, voilà, qui les révèlent, brebis comme on oui, dit. enfin qui Ces révèlent personnes assez ne bien. représentent en Mais rien, ça, les idées du ça s'est Rassemblement fait national. En sur rien. un laps de temps, Personne au Rassemblement un national se petit reconnaît moment de derrière ces gloire personnes. que vous avez eu sur cette vague, cette dynamique qui s'est faite pendant la campagne. Ça a mis la qui lumière, a duré ça a mis 2 plus mois. de lumière sur nous. Et sur 2 mois, on a pu voir cette vague de haine qui a pu s'enchaîner, se libérer. Alors je me demande si Cette vous avez vague de pu haine avoir... avec deux, trois brebis galeuses qui ont dit Deux, des trois choses brebis qui galeuses. allaient pas. Bah, Cette vague de haine. En Excusez-moi, 2 mais mois, c'est- si sait- on a vous savez, ces je vais vous- non, mais quelques je vais- brebis je vais- galeuses qu'on n'a non, pas mais eu je avec suis Emmanuel d'accord, Macron je suis depuis d'accord. 8 ans, c'est assez parlant quand même. expliquer quelque chose, comment ça a été ressenti, ça peut être intéressant d'ailleurs pour plein de monde, comment ça s'est ressenti au sein du parti. Parce qu'il faut savoir que c'est un problème. C'est un problème. Si quelqu'un, la France Insoumise aujourd'hui, devient un violeur, c'est un problème pour le parti. Mais est-ce que ça fait des insoumis des violeurs? Non. Alors pour aujourd'hui, le fait est que ces gens-là ont donné une image qui n'est pas celle du Rassemblement national. Ils ont été exclus du parti. Ces gens-là n'ont plus leur place chez nous. Ils ne l'ont pas eu parce qu'on n'était pas au courant de ça. C'est des choses qui sont remontées parce qu'ils étaient investis. Je vous répondrai de faire Et exactement justement, ce que tu m'as conseillé, de ce que vous conseillez à la politique d'Emmanuel Macron de faire, de traiter le problème avant qu'elle n'arrive. Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure, la bienveillance, ça serait de ne pas traiter l'immigration une fois sur les territoires, mais la décence, ça serait de dire, mieux vaut ne pas venir. Quelle est la charte aujourd'hui du Rassemblement national avant d'adhérer? Pourquoi il n'y a pas eu ce contrôle avant l'investiture? C'est quand même un moment clé. Lorsqu'on investit quelqu'un pour être candidat à des responsabilités nationales. Je suis d'accord, tu parlais d'adhésion, on ne contrôle pas qui adhère au parti. C'est grave de ne pas contrôler qui adhère au parti. Mais est-ce qu'il y a une charte même si aujourd'hui je n'arrive plus à le comprendre, mais ça arrive, regarde. Si, il y a un contrôle, il y a une charte, il y a un règlement intérieur à respecter. Et ensuite, il y a une adhésion. Je réponds sur la procédure d'adhésion. Et on va finir là-dessus pour recentrer le débat. Bien sûr, mais nous, il y a une adhésion, il y a un règlement intérieur. Non, mais déjà, avant, il y a un contrôle en amont, il y a la signature de la charte, le règlement intérieur à respecter, et ensuite, il y a un entretien, un contrôle pour confirmer son adhésion. C'est-à-dire, il y a cette phase de transition où on n'est pas encore sûr qu'on a adhéré, jusqu'à ce qu'il n'y a pas ce contrôle d'un point de vue local, notamment pas forcément sur la politique nationale. Et d'ailleurs, un contrôle mental sur toutes les personnes il y a un entretien, et lors d'un entretien, c'est assez révélateur. Non, c'est assez révélateur. Et le contrôle s'est fait d'un point de vue local, notamment parce que c'est à l'échelle locale qu'on peut avoir plus de ressources humaines aussi pour contrôler plus largement. On n'a pas une politique centrée sur une seule personne au mouvement démocrate. Mais tu sais que je suis autant contre ces gens-là que toi aujourd'hui. C'est inadmissible. Mais par contre, ce que je ne peux pas accepter, c'est que tu fasses le lien entre le Rassemblement national et 2-3 personnes problématiques. 2-3 personnes, il y avait quand même beaucoup plus. Il y avait une vingtaine de situations qui s'est fait parmi les investitures en 2 mois. Peu importe, sur combien d'investitures Et ces gens-là n'ont plus leur place, ils ne l'avaient pas, ils ne l'ont plus chez nous. Sur 500... Comment tu les expliques, toi, du coup, ces brebis galeuses? Comment tu les expliques, toi? Pourquoi il n'y en a eu qu'au Rassemblement national? Il n'y en a pas eu qu'au Rassemblement national. Mais une vingtaine d'un coup. Il faut suivre les actualités. Pour non, mais une vingtaine d'un coup sur 2 mois. La politique qui est en interne à ce moment-là, c'est qu'on a réagi très vite aux législatives. C'était une campagne, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi,
Ça a été une campagne qui a été mise vraiment sur un train. C'était très rapide. On a eu du mal à réagir très vite. Je pense que ça a été le cas de tous les partis. Et aujourd'hui, le fait est que les brebis galeuses au Rassemblement national, elles ont été investies sur des circonscriptions où on pensait ne pas avoir... on savait qu'elles étaient ingagnables, qu'elles appartenaient à la gauche ou à la Macronie, on les savait ingagnables. Donc on a mis moins de temps à contrôler ces personnes-là que des personnes qui avaient été mises sur des... ou alors qui sortaient de circonscriptions où il y avait vraiment un enjeu, où le Rassemblement national avait un enjeu pour gagner. C'est de la stratégie politique. On a fait de la gestion du temps et bien sûr, il y a eu ces problèmes et la lumière qui a été mise sur ces gens-là a mis la lumière également sur leurs défauts et on l'a appris en même temps que les médias, parce que maintenant, si vous pensez que ça révèle et qu'on a mal fait quelque chose, etc., est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec une volonté de gagner, volontairement, on laisse ce genre de choses faire? Oui, puisque ça n'aurait aucun sens. Mais alors, aucun. S'il n'y a que ça, on donne que c'est qu'on a. Ben non, il n'y a pas que ça. Justement, c'est n'importe juste, quoi. je fais le petit parallèle et après on recentre le débat, mais on l'a ouvert, donc on va le refermer. Jordan Bardella, lui, dans les médias, les mois précédents, disait justement « Nous sommes préparés ». Le soir de la victoire aux Européennes, Jordan Bardella dit « Nous sommes prêts à la dissolution ». Nous appelons Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça prouve bien qu'il y avait une préparation normalement en amont qui avait été faite. Et donc comment expliquer le ratage par la suite qui a eu lieu sur une vingtaine, une trentaine de... Vous avez aujourd'hui, si on prend le problème à la source, vous avez si vous voulez, on a regardé l'historique, les études, ce que ces personnes pouvaient apporter dans le parti ou au pays en tant que député. On a donc investi des personnes, on a passé, je pense, moins de temps sur des profils que d'autres, parce qu'évidemment, il y avait des profils qui avaient plus de chances de gagner, donc des profils qui allaient être mis sur le devant. On pensait que ça allait être très calme. Mais comme d'habitude, j'en ai dit tout à l'heure, mais comme d'habitude, les médias sont intervenus. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand une personne est dans l'ombre, vous la regardez, vous pouvez être avec un militant, vous voyez, vous dites bonjour, il milite pour Macron, etc., tout va bien. Puis et puis un jour, vous voyez que son téléphone, il a un fond d'écran nazi. Vous pouviez pas le... Oui, un militant n'est pas un candidat investi à des responsabilités nationales. Ce qui s'est passé à ce moment-là, on a accordé, donc on a investi des personnes, je le répète, sur des circonscriptions où le Rassemblement national n'avait aucune chance de gagner. On a passé, je l'admets, potentiellement moins de temps sur leur candidature, ce qui a pu mener à ce genre d'erreur qui n'était absolument en aucun cas volontaire. Dernier droit de réponse menacé. Tout le monde a passé moins de temps parce que les élections anticipées, c'était une situation assez inédite. Donc tout le monde a passé moins de temps, tout le monde a fait avec ce qu'il avait, tout le monde a fait avec ses meilleurs profits. Et en fait, dans le meilleur profit du Rassemblement national, parce que dans ces genres de situations, il n'y a pas des enquêtes préliminaires de 6 mois pour investir quelqu'un. Vous avez mis en place entre la gauche et vous et les LR, si vous voulez, évidemment, vous aviez moins de circonscriptions à contrôler et moins de candidats à mettre en place. Ça, c'était évident. Ce que nous, on n'a pas voulu faire. Parce que nous on s'est présenté pratiquement partout. Et donc évidemment, ça demandait plus de mobilisation, ce qui n'a pas été votre cas. Parce qu'il fallait prendre le pouvoir à tout prix, quitte à prendre n'importe qui, ou bien au contraire, c'est ce que je crois au plus profondément. Vous avez vraiment donné ce que vous avez. Vous avez donné vos profits. Et on va refermer le débat. En même temps que les médias, et ça a été catastrophique. On va refermer cette parenthèse parce que les viewers sont venus aussi pour un sujet précisément. Alors c'est tout à fait normal d'avoir pu ouvrir cette virgule parce qu'on l'a traité aussi, cette virgule dans Tribun, lors de spéciales législatives qu'on avait faites au mois de juin. Donc ça fait aussi partie de l'actualité politique. Mais pour revenir précisément avec une autre question qui peut faire polémique ou en tout cas qui va réveiller certaines consciences par rapport à notre sujet, doit-on supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, ou bien est-ce important de la conserver à des fins de santé publique? Manassé. Alors, je vais être direct là-dessus. Je pense que la santé publique, déjà, dans un contexte post-Covid, on se rend compte tous, ici et maintenant, chacun constate l'importance de la santé et aussi de son caractère imprévisible. En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'une épidémie peut surgir de nulle part. Donc, pour des raisons de santé publique, c'est très simple, il faut la conserver. En précisant que l'AME, l'aide médicale d'État, voilà, pardon, merci. Je pensais que c'était d'urgence, en fait, j'ai eu un bug. L'aide médicale d'État est ce n'est pas la mesure qui coûte le plus aujourd'hui aux politiques publiques de santé. C'est vraiment aussi une aide minimale
on ne peut pas aller se faire, par exemple, une chirurgie avec l'AME. On ne peut pas aller se faire soigner ses dents avec l'AME. On ne peut pas faire un contrôle, on peut pas faire un contrôle ordinaire lambda avec l'AME. C'est vraiment pour des soins de santé d'urgence et minimale. Alors là, merci Manassé, tu viens de décrire précisément ce que le Rassemblement national veut faire de l'AME. Non, je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Non, c'est pas ça, du tout. En fait, si l'AME permet de guérir des problèmes dentaires, avec un zéro reste à charge, il y a juste des critères qui sont prédéfinis pour ceux pour qu'elles soient accessibles à certaines personnes. Il faut être en situation d'irrégularité, c'est-à-dire à quel point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de titre de séjour et compagnie. Non, il ne faut pas être en situation d'irrégularité. Pour avoir droit à l'AME aujourd'hui, la politique de santé... Il faut être étranger en situation irrégulière. Non, en fait, ce n'est pas un bénéfice l'AME, c'est une sécurité. Parce que même aborder les conditions d'attribution... L'AME était présente, ça n'a pas empêché le Covid. Non, alors, ça forcément limité. Ce n'est pas non plus le remède miracle. Après, ce qui est intéressant dans les mesures de santé, c'est que ce n'est pas prévisible et on ne peut pas toujours mesurer l'impact, mais la prévention est toujours mieux. Enfin, je suis toujours pour la prévention. On ne va pas attendre. On ne va pas attendre. Et en plus, si aujourd'hui je suis dans un train, je ne connais pas si la personne en face de moi a des papiers ou pas, parce que si elle tousse et qu'elle elle est atteinte d'une certaine infection. Et tu penses que c'est l'AME qui aura empêché que tu sois à côté de cette personne-là? Non, c'est pas ça. Si seulement j'avais le temps de finir mon point, ça serait plus clair. Si cette personne en face toussait et que cette personne est infectieuse, et qu'elle n'est pas traitée et qu'elle est dans son stade de développement maximum, je suis infectée. Mais si cette personne est soignée avec cette aide qui est vraiment... on y a accès pour de raisons précises. On n'a pas accès à l'AME parce que... ce que je dis vraiment pour les soins dentaires, c'est pas pris en compte, ça c'est vérifié. Pour les soins dentaires, c'est pas pris en compte. Pour tout ce qui est chirurgie, esthétique, pour la rééducation, notamment avoir droit à des infirmiers à domicile, par exemple, c'est pas du tout pris en compte. Et encore moins être interné à l'hôpital pendant de longues durées, parce qu'en tous les cas, il faut payer aussi le logement à l'hôpital, la chambre. Donc aujourd'hui, ça permet vraiment, c'est des cas concrets. En fait, on peut pas savoir en amont qui est en face de nous, qui est-ce qu'on rencontre, qui est-ce qu'on serre la main, quelle infection cette personne a. En plus, la culture française, on se fait souvent la bise. On peut pas savoir qui est infecté de quelle maladie. Donc, la table est grande, mais ça se fera à la fin de l'émission, on va rattraper ça, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est vraiment ça le point. Mieux vaut prévenir. Et en fait, on ne le fait pas pour les gens, mais on le fait vraiment pour se protéger aussi soi-même. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Le problème, c'est que l'AME, ce n'est pas le remède miracle contre l'incontrôlable. Comme tu l'as dit, on ne peut pas le prévoir ni le contrôler. Non. On peut pas prévoir la propagation. Oui, évidemment. Raison pour laquelle il faut la limiter. Ce qu'il faut comprendre, mais on ne peut pas mesurer la prévention. En fait, mais je vais reprendre. Tu sais ce que l'AME, c'est un étranger en situation irrégulière qui a accès sans avance de frais à des soins quelconques dans les critères de la sécurité sociale obligatoire en France. Non. Ça, c'est l'AME. Parce que comment est-ce qu'on devient... Et ça, comment est-ce qu'on devient une personne... trop élargi. Comment est-ce qu'on devient une personne... C'est irrationnel quand on sait qu'un retraité sur 3 aujourd'hui attend avant d'aller se faire soigner parce que c'est trop compliqué. On pense que c'est irrationnel de mettre 1 milliard d'euros dans cette AME, même si pour toi ça représente une faible minorité. 1 milliard, c'est quand même énorme. C'est colossal. Comment est-ce qu'on se retrouve en situation irrégulière ? Ça, c'est une situation de base. Oui. En fait, lorsqu'on est arrivé en France ou dans n'importe quel pays, on fait sa demande de titre de séjour ou sa demande de réfugié, sa demande d'asile. Et en fait, pendant cette phase transitoire, on a une couverture médicale parce qu'on ne connaît pas l'issue de la réponse. Ce qui n'est pas l'AME. C'est qui n'est pas l'AME. Mais on a une couverture et en fait, on suit des problèmes de santé. Et heureusement, tout le monde n'est pas en situation d'urgence d'un coup, contrairement à ce que M. Bardella fait croire qu'il y en a qui prendraient forcément l'avion, le bateau pour venir se faire soigner grâce à l'AME. Mais je ne pense même pas que dans les pays d'origine, il y a une campagne « Venez en France pour se faire soigner ». Je ne pense pas que ce soit le point. On ne risque pas sa vie
maladie pour se faire soigner. Ce qu'elle Parce que soigne, si c'est juste pour des raisons médicales. Mais je pense qu'on n'est pas des personnes inhumaines. Ce qu'on veut faire, nous, c'est transformer cette AME ce que j'avais commencé de dire, mais je n'ai pas terminé, c'est qu'on devient en situation irrégulière, pas de façon automatique, en fait. Quand on arrive en France, on n'est pas directement en situation irrégulière. On est d'abord en étude de son dossier. On ne sait pas encore l'issue. On est couvert. Et lorsqu'on est couvert, et en fait, ça se trouve, la personne a des infections, ou la personne a une tuberculose, en ce moment-là, lorsqu'on n'est plus, la situation tombe, et ça c'est du juridique, en fait, la demande est refusée. Oui, la demande d'asile, la demande est refusée, la personne a droit à un recours. Voilà. Sauf que alors que tu n'as pas encore fait ton recours, tu es en situation irrégulière. Ouais. En ce moment-là, l'AME te couvre. Si tu avais tes maladies, tu peux toujours te faire soigner, si mais sous couverture d'AME. Okay? Et pendant que tu fais ton recours, ça se trouve, tu vas devenir en situation... ta situation peut évoluer. En fait, la situation irrégulière, elle n'est pas automatique. Beaucoup de détails pour justifier une dépense qui pourrait être allouée à autre chose, je pense, parce que même ce terme d'immigration irrégulière, elle est vraiment des fois... elle n'est pas bien expliquée. On n'est pas en situation irrégulière de façon... Oui, parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, parce que c'est à cause de ce manque de pédagogie que le Rassemblement national manipule aussi l'électorat. Donc, la situation irrégulière, elle peut être vraiment ad hoc, elle peut se faire en 2 semaines. On manipule tellement l'électorat qu'on a déjà gagné, on est au pouvoir, on ne débat pas. Là, actuellement, un immigré irrégulier en 2 semaines parce qu'on n'a pas encore eu son recours, par exemple. On n'a pas encore trouvé un avocat qui veut nous défendre en cours d'appel, ou peut-être parce qu'on attend encore la décision. Ça ne change rien, on est en situation d'irrégulière. Et pendant ce délai-là, l'AME, elle sert, en fait. Et ou d'ailleurs... On peut aussi se faire on peut se faire rejeter, on peut être même en transition. Il y a même des situations, on n'a pas encore son rendez-vous à la préfecture pour renouveler son titre de séjour. Ouais. On est en situation irrégulière parce qu'il y a de bugs technologiques, etc. Et c'est ça la situation irrégulière. Ce n'est pas une situation déterminée où on est installé en France pendant 30 ans. Non, on est installé en France, comme on pourrait le croire, l'immigré lambda, 30 ans qui vit en France en situation irrégulière, qui a son logement, qui a sa voiture, ça n'existe pas. C'est des situations très courtes et quand c'est vraiment très difficile, ces personnes sont à la rue. Et lorsqu'on est vraiment à la rue dans cette situation-là, et même ces gens-là, des fois, ils ne vont même pas voir un médecin. Non, mais regarde la situation de cette personne SDF. Il y a tellement cette restriction à soi-même. Tu parlais de pédagogie. J'ai une question. Oui. Tu nous as expliqué qu'avant qu'une personne soit en situation irrégulière, elle a le droit à une aide médicale. Oui. D'accord. Tu nous as expliqué ça. Et moi, je te dis que l'AME, c'est à partir de 3 mois de résidence en France, actuellement, pour avoir accès à ces frais. Alors, parce qu'il y a certaines démarches, qui peuvent se faire. Une aide médicale en arrivant en France. Ce n'est pas en arrivant. Donc encore allouer un budget. Et là, je sais ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'on vérifie et qu'on me dise dans les commentaires ce que l'AME apporte comme soin, parce qu'à mon avis, ce n'est pas que de l'urgence. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Non, elle est ouverte à 3 mois, mais tout le monde n'y a pas recours à 3 mois. Elle est possible à partir de 3 mois, mais tout le monde n'y a pas recours à 3 mois parce que tout le monde n'est pas en situation irrégulière après les 3 mois. Mais si toi, tes démarches durent 2 semaines et que tu es en situation irrégulière après 2 semaines, on se concentre énormément là-dessus, mais si on parle un peu plus de nous, les Français, le peuple... les Français, il y a une couverture de la sécurité sociale qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, le fait est que, par exemple, en 2023, c'est 466 000 environ bénéficiaires de l'AME, ce qui représente... Sur combien de personnes dans le régime général de la situation? Combien de personnes, 1 milliard d'euros. Sur combien de personnes dans le régime général Je t'ai écouté, Manassé, je termine, tu pourras me faire ta pédagogie juste après. Donc ça représente 1 milliard d'euros. Le budget Barnier qui a été mis en place donc de ton bloc central en 2025, il prévoit une augmentation de 8% de cette AME, alors que pour les Français, il prévoit également une augmentation de la prise en charge par les complémentaires santé, qui sont des entreprises privées, pour la santé des Français. Qu'est-ce que ça implique qu'aujourd'hui, dans l'esprit des Français, que le gouvernement lance un message de « j'augmente mes dépenses sur l'aide que je fais à des étrangers, et par contre, j'augmente vos dépenses sur votre santé à vous ». Ça a une répercussion, j'ai travaillé en banque avant de me lancer en politique, c'est une répercussion claire et nette sur le pouvoir d'achat. La complémentaire santé, qui est contrainte par l'État à faire moins de prise en charge, et donc à laisser plus de reste à charge aux Français, et elle augmente ses tarifs, ça se répercute directement sur le portefeuille du Français. Donc ça, c'est encore une fois un message du bloc central qui dit
regardez, on n'en a rien à faire de votre situation, on s'occupe d'autres problèmes, et vous avez la tête ailleurs. Vous avez la tête peut-être en Europe, parce que c'est votre ligne de mire, mais nous, on a la tête en France pour les Français. Et moi, c'est ce que je te dis. Dernier droit de réponse de Manasseh avant de passer à un autre sujet. Alors, je ne partage pas ce développement, ce point de vue. Et oui, ça je le sais, tu es macroniste. Et j'ai la faiblesse de croire que les Français sont assez lucides sur cette question des santé publique, parce qu'il y a des retraités, des personnes qui sont assez fragiles quand ils vont pas se soigner parce que c'est pas possible, etc. Oui. Soigner et pour se faire soigner. En fait, il y a vraiment cette idée de cynisme. C'est un peu déconnecté. Je souhaite vraiment insister sur ce fil conducteur cynique du Rassemblement national. Faire une politique favorable d'un côté, ça n'entraîne pas une politique défavorable de l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. C'est pas non, parce que justement l'idée c'est de croître les croissances, en fait, c'est de développer. J'ai travaillé sur le budget à l'Assemblée nationale, j'ai eu la chance de faire ça avec mon député. Un budget, c'est clair et net. On prend de l'argent là, on le met ailleurs. C'est ça un budget. Hein. Donc quand on défavorise un item, comme ça a été le cas par exemple des communes, là la dotation qui est donnée aux communes, c'est moins 5 milliards. Mais c'est pas grave, on augmente l'AME, rassurez-vous. Dernier point de Manasseh et pas de relance pour justement évoquer d'autres sujets. Sur ce point précis, du coup, sur les collectivités, lorsqu'on réduit une dépense d'un côté, c'est parce qu'on anticipe une recette de l'autre, notamment avec les communes. Ah, c'est sûr que les communes, les recettes, ça y va. On le voit, les écoles sont en bon état, elles ne souffrent pas. J'étais à l'association, j'étais à une manifestation des maires du 77. Je peux vous dire qu'ils ne partagent pas ton avis, Manasseh. Non, les collectivités, et moi je suis d'accord, les collectivités... Tu parles vraiment comme ton parti politique. Encore heureux, je suis oui, bien sûr. Sinon, je dirais, viens t'asseoir à côté de moi et puis on débat avec Loïc, je sais pas. Mais j'espère pas, même dans des conditions extrêmes, j'espère pas. C'est dommage, je ne mords pas. Non, c'est très bien comme ça. Mais ce que j'allais préciser là-dessus, c'est que lorsqu'on anticipe vraiment des dépenses sur un secteur, c'est parce qu'on anticipe aussi les recettes. Et les collectivités, c'est vrai qu'on leur accorde cette lourde responsabilité, notamment les maires, parce qu'on leur fait un peu trop confiance en disant qu'ils pourront engendrer des recettes, parce qu'ils ont cette marge. Ils ont cette marge à avoir des initiatives qui peuvent générer des. Je ne sais pas si tu côtoies des maires, mais tu as un discours déconnecté. J'en côtoie et ils ont tout dernier mot. Maire de Versailles peut-être, oui. D'engendrer, mais ça fait partie aussi de la France. Ah oui, bien sûr. Mais la France, c'est aussi la ruralité. Je sais que Macron ne la prend pas en compte, mais c'est aussi la ruralité. On est obligé d'arrêter là. On est obligé d'arrêter là pour évoquer les autres questions, et les viewers nous le demandent justement. Le live qui participe pas mal d'ailleurs. Hein. Continuez à poser vos questions et on les posera en cette fin d'émission, évidemment. La question passe un petit peu du coq à light. Lucas. Oui, merci, cher Lucas, justement, fact-checking par rapport à l'AME qu'il m'a envoyé et je le remercie. Les soins dentaires et médicaux sont 100% pris en charge. C'est une source de l'Amélie, c'est ça ? Voilà. Donc c'était important de le rappeler, évidemment. Pour plus de pédagogie, on s'inscrit parfaitement dans cette philosophie, on se rejoint. Le Rassemblement national n'essaie pas de pervertir les esprits. La question de l'OQTF. La question de l'OQTF, très importante aussi. Doit-on conserver l'outil de l'OQTF ? Là encore, c'est un sujet tendu. On est un petit peu pris par l'horaire, mais c'est pas grave. Si oui, comment faire pour qu'il soit plus efficace ? On va donner la parole à Tony. Je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer par dire, j'accuse, comme je disais, mais les OQTF... Le Zola de 2024. Voilà, le Zola de 2024, c'est ça. Les OQTF, c'est un sujet qui est fastidieux pour toi, je pense. Non, pas du tout. Promesse en 2019 d'Emmanuel Macron, 100% des OQTF seront appliqués. Résultat, 7%. Même si Darmanin nous sort des chiffres de je ne sais où, il y a même des études qui prouvent qu'on peut même pas vraiment le préciser, mais 93% des OQTF ne sont pas exécutés. Et je pense qu'aujourd'hui, il suffit de regarder l'actualité pour qu'on sache ce qu'implique une OQTF qui n'est pas exécutée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas exécutée et pourquoi est-ce qu'elle est mise en place déjà ? Ça représente un problème. Alors moi, évidemment que les OQTF doivent être maintenus. Par contre, ce que j'aimerais demander, et je pense que c'est ce que demande la majorité des Français aujourd'hui, des études le prouvent, il faut les appliquer, il faut faire votre travail. C'est pourquoi vous êtes payé, c'est pourquoi ton groupe politique siège, bien qu'il n'écoute pas trop les Français, il faut quand même à un moment donné tendre l'oreille sur ce qui se passe. Et ce qui se passe, ce n'est pas de dire, comme je l'ai entendu dans l'hémicycle encore hier, oui, j'exprime ma sympathie à la famille de ceux qui sont victimes d'une personne sous OQTF, parce que l'État, c'est son rôle, tu l'as dit tout à l'heure, l'État a un rôle, il doit le faire.
L'État ne fait pas son rôle. L'État fait mal son travail. Et actuellement, et je sais que tu risques de dire qu'on surfe sur ce qui ne va pas, mais ce qui ne va pas, c'est des Français qui meurent. Ça, c'est ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, 93% des OQTF non exécutés, c'est de ton fait. Enfin, pas toi, Manassé, évidemment, mais de ton parti, des idées que tu rejoins. Justement, et ça, c'est la Manassé, réalité. droit de réponse. Là-dessus, déjà, je rejoins ton point sur le fait qu'il y a des personnes en situation irrégulière, notamment sous OQTF, qui auraient dû effectivement quitter les territoires, mais la procédure qui est extrêmement aujourd'hui lourde entre la mise en place en centre de rétention et ensuite la coopération avec le pays en fait d'origine pour expédier, c'est pas le bon terme, pour renvoyer la personne. La coopération est souvent longue et fastidieuse, ce qui fait que les personnes en centre de rétention on s'en donne pas les moyens. Je réponds du coup en fait à la question. Ces personnes sont du coup confrontées à les centres de rétention, donc les agents d'État sont confrontés en fait à des surpeuplements des fois en centre de rétention qui font que certains en fait un peu comme dans une prison en sous bonne conduite peuvent être libérés, ou même certains ne sont pas justement dans des centres de rétention. En fait, ils sont en situation de liberté, ce qui fait que en fait, ils sont violent, pas forcément, ils tuent des gens, mais c'est pas trop un problème. Mais certains, oui. En fait, comme pas tous, c'est pas du tout ça. Comme n'importe quel autre humain, en fait, il y en a qui sont dans des mœurs malheureusement mais eux, criminels, ils ne devraient pas être là, mais en fait, les coopérations internationales avec leur pays pour les renvoyer n'aboutissent pas toujours. Raison pour laquelle le message la envoyé diplomatie, aux Français, c'est ça. Non, le message envoyé est que la France, si elle a commencé cette politique. Non, on va pas se replier, on va poursuivre parce qu'on n'a pas d'autre choix. En fait, il faut négocier. On peut pas prendre un avion. On peut pas prendre un avion aujourd'hui, voler sur l'espace aérien d'un pays sans son accord, avec un avion rempli de personnes sous OQTF, puis atterrir à l'aéroport comme ça sans l'autorisation. Non, mais on peut mener à bien des négociations en exprimant. C'est ce qu'on fait depuis longtemps, nous qui sommes ouverts. Ça marche pas. Nous qui sommes ouverts aux 93% non exécutés, c'est vrai que vous négociez vachement bien. Après, il y a aussi il y a la question de la quantité aussi qui s'impose. Et il y a aussi ces personnes-là, notamment ceux qui ont des casiers judiciaires extrêmement chargés. Leur pays, malheureusement, ne veulent pas les récupérer. Donc, on est dans cette situation, les discussions d'un point de vue bilatéral ou multilatéral sont intenses, mais on continue, et raison pour laquelle le président Emmanuel Macron a notamment fait ce déplacement. À qui on donne de l'aide au déplacement, de l'aide au développement, pardon. Il y a certains pays à qui on donne de l'argent, avec qui on a des enjeux économiques. Et si on se servait un tout petit peu de ces enjeux-là pour faire peser notre voix, et qu'on n'acceptait pas tout simplement que ces gens-là ne soient pas repris par leur propre pays, ce qui est quand même, je trouve fou. Mais si on n'arrive pas à faire ça, à un moment, c'est qu'il faut reconnaître, pardon, mais vous êtes nuls. Le pilier économique a toujours fait partie. On est la France. On est la France. Le quand même un pays qui pèse. Tu es d'accord avec moi? On pèse en Europe, on pèse dans le monde. La France, elle pèse, oui. Voilà. Mais dans ce cas-là, pays comment ça se fait que la France, avec Emmanuel Macron, elle n'arrive pas à dire t'as quelqu'un qui vient de violer quelqu'un chez moi, tu le reprends? Comment ça se fait que Emmanuel Macron n'arrive pas à faire ça? Comment ça se fait? L'OQTF, c'est pas une situation qui a émergé sous Macron. Ça existe depuis. Bien sûr. Par contre, les 93% qui sont non exécutés, ça c'est sous Macron. Et sa promesse d'en exécuter 100%, ça aussi c'est Macron. Et ça, c'est des faits. Non, mais ça, je suis d'accord, il y a un point sur les OQTF. Donc mais je comprends, c'est pas simple pour toi de représenter aujourd'hui la défaite. Non, c'est très simple. Il y a un sujet, aucun bilan n'est parfait, encore moins un bilan humain. Donc là-dessus, on assume que le bilan n'est pas parfait, mais les coopérations européennes et internationales doivent poursuivre leur chemin pour imposer, en tout cas, imposer, c'est même pas le bon terme parce qu'on est sur une coopération d'égal à égal à l'international, mais en tout cas, on va user de tous les moyens économiques, culturels, la négociation pour inciter ces partenariats favorables. Je me sens en 2019, là, continue Manassé. Non, pas du tout. Après, on peut se sentir comme on veut, comme on le pressent, mais après, il y a des faits. Raison pour laquelle, là, je donne un exemple concret. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est parti avec une grande délégation du président au Maroc qui ont abordé beaucoup d'autres sujets, y compris ces sujets. Les personnes qui font rayonner la culture, oui. Oui, on est fiers de la comédie, la culture, ça fait partie des valeurs françaises qui font rayonner la France à l'international et on en semble très fiers. Donc, voilà, en fait,
à l'international, on ne peut pas négocier en fonction de nos termes. On ne peut pas dire, nous, aujourd'hui, tel État, on veut... Pourquoi pas? Non, c'est pas comme ça, malheureusement. C'est ce qu'a fait Trump avec Macron. Non, c'est ce qu'a fait Trump avec Macron. Pas ça. Sur quoi? Sur quel sujet? Sur les taxes, par exemple. Il y avait eu une histoire, ça se vérifie également, il y avait eu une histoire sur la taxe du vin. Emmanuel Macron avait voulu, je crois, taxer 20% en plus un produit américain. Je ne sais pas si c'était les McDonald's, je ne sais plus. Et c'est Trump qui s'est servi de cette histoire et il a mis en avant lors d'un meeting pour ridiculiser Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, Trump il dit que je l'ai appelé en lui disant je vais taxer ton vin à 100% et puis Macron s'est tout de suite calmé. Et si vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle utiliser ses atouts pour faire valoir sa parole. Et je pense que c'est possible aujourd'hui. Il faut juste le faire. Et c'est pas en allant avec des comédiens voir je ne sais qui, etc. Même si c'est bien, ça fait rayonner la culture, c'est très bien là-dessus. Mais il y a des sujets prioritaires. L'arsenalisation des moyens économiques à mettre en place. L'arsenalisation des moyens économiques. Il faut juste le faire et le faire tout bien. Dernier mot avant de passer à la dernière rubrique. L'arsenalisation des moyens économiques est un fait qui se fait déjà. Après, il y a cet exemple que je n'ai pas suivi de Trump qui aurait évoqué une discussion d'ordre diplomatique et confidentiel lors d'un meeting pour faire du pied à ses électeurs. D'accord, pourquoi pas, c'est du Trump. Mais en tout cas, les négociations économiques et diplomatiques ont quand même aussi un caractère confidentiel. Et c'est bien pour ça que ce sont des métiers stratégiques. Bon, le sujet n'est pas là. Mais on ne parle pas seulement d'un point parce que chaque point est lié à un autre. Oui, Macron... 93% non exécutés, ça c'est 2 points qui sont très liés. Non, Macron, 93% non négociés, et donc négociation internationale pour les faire exécuter. Oui, parce qu'il n'y a pas de magie pendant en ce temps-là, on exprime sa sympathie à ceux qui perdent des proches parce qu'on ne fait pas notre travail. Donc j'ai une question. J'ai une question. Toute dernière question, vas-y. Merci beaucoup. J'ai une question puisque le Rassemblement national a le talent de détecter les problèmes mais jamais d'apporter des solutions. Quelle est votre solution? Non, vous êtes élu. Vous représentez. On a mené une niche contre qui beaucoup de personnes se dressent. Aujourd'hui, quelle est mais même sans avoir le pouvoir en tant que parti politique, quelles sont vos réflexions aujourd'hui? Parce que c'est un problème d'État, oui, on le reconnaît. Oui. Et nous, on axe ce problème pour le résoudre d'un point de vue diplomatique, mais aussi d'un point, je n'ai pas fini ma question, d'un point de vue aussi sécurité, pour contrôler davantage ces personnes sous OQTF en France, mais aussi négocier pour leur arrivée, leur retour dans leur pays. Et même, on essaye même d'envisager des politiques plutôt d'incitation, carrément à partir en offrant ça fait partie toujours de la négociation avec les pays. Des possibilités pour des cadeaux aussi maintenant. Non, pour que à l'accueil, ça c'est de la négociation internationale, pour qu'à l'accueil, ils aient des programmes de réinsertion dans leur pays. Et comme ça, ça fait partie de la négociation lorsqu'on négocie avec quelqu'un. Tu peux pas dire ça. Je peux le dire parce que c'est un fait. Dans un pays où des gens meurent, des OQTF qui ne sont pas exécutés, tu peux pas dire oui, on négocie pour donner de l'argent pour payer. Il n'y a pas de solution magique. On peut pas les faire disparaître. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des solutions qui peuvent être beaucoup plus concrètes que celle-là. Lesquelles? Je suis preneuse de vos idées. Lesquelles? Je te l'ai évoqué tout à l'heure. Comment on fait lorsque le Maroc... Je vais te répondre. Ma question précise est celle-là et celle-ci. Lorsque le Maroc, par exemple, d'ailleurs, c'est un exemple fictif. Lorsque le Maroc, par exemple, dit cet OQTF-là avec ce casier judiciaire, je ne le prends pas. Comment on fait pour renvoyer cette personne? Alors déjà, on fait ce que Toute dernière réponse. Je réponds. Pris par le on fait ce que vous n'avez pas fait, du coup, c'est d'accepter. C'est-à-dire de se taire, tant pis, je le garde. Non, ça, on ne le fait pas. Alors, ce qu'on fait, déjà, c'est qu'on se sert de nos atouts, de ce qu'on pèse, on se sert de nos aides, on se sert, parce qu'il faut le savoir, qu'on négocie, à mon avis, tu le sais bien mieux que moi, on négocie aujourd'hui des titres de séjour avec les nations, etc. On a des moyens de négocier. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'une manière... Donc ta réponse, c'est de la négociation aussi. C'est de la négociation. Non, du tout. J'ai pas terminé. C'est quoi alors? Si tu me coupes pas la parole, je vais te le dire. Dis-moi. Parce que là, tu me décris de la négociation, en fait. Et c'est ce que je disais déjà, c'est ce qu'on fait de la négociation. J'ai 2-3 idées pour ça. Mon parti a 2-3 idées pour ça. Lesquelles? Et mon parti l'ont présenté à Emmanuel Macron, qui les méprise. Lesquelles? On utilise nos atouts pour réussir une négociation, première chose. C'est ce qu'on fait. Deuxième chose... Non, vous réussissez pas. Non, vous ne réussissez attendez, pas. Pardon, avec tout le respect que je dois au Rassemblement National. Là-dessus, je termine sur ma réponse. S'il y a un joker, je préfère quand même l'utiliser là maintenant avec tout le respect que je dois au Rassemblement National. On ne peut pas aujourd'hui dire que la diplomatie française ne pèse pas, d'autant plus qu'aujourd'hui,
Tony, tu n'es pas aujourd'hui à la place du ministre des Affaires étrangères pour Ah savoir oui, ce qu'il bien sûr, négocie avec un autre ministre des Affaires étrangères Bien pour sûr, dire qu'il est heureusement. incompétent. Mhm. Donc là-dessus, je suis pas d'accord. Non, On je dis peut juste pas que le remettre résultat en de votre politique est incompétent. Non, et non, ça, non, on non. l'a constaté. Et je termine juste pour que je puisse donner ma Juste, tu réponse. m'as décrit la négociation Mais- aussi. Hein. Mais bien sûr, sauf que moi, je te dis qu'on peut mieux la gérer et on remet en place le délit d'irrégularité sur le territoire, qui s'appelle, excuse-moi, le délit de séjour irrégulier, qui avait été levé par Hollande et qu'on le Il n'y a remet pas de en problème, place. mais comment on les Et ça, renvoie c'est quand un même? délit. On négocie donc. Mais vous menez des négociations qui mènent à rien. Donc vous serez beaucoup plus n'utilisez pas compétent pour faire le- des négociations. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, vous négociez, et puis derrière ça, il y a quand même toujours les mêmes accords qui se passent. Il n'y a On va être aucun obligé. sujet économique Et qui est s'il remis y en avait doute. les Il y a rassemblements rien du nationaux, il y tout. aurait des meilleures négociations. Oui. C'est ce que Oui, tu es en on train va de être me obligé dire. fièrement Donc la d'arrêter mesure, là. ça serait aussi de la négociation. De voter pour le Rassemblement national, ça c'est la mesure. On Donc, va être obligé d'arrêter C'est là. aussi de la négociation. Donc vous inventez rien en fait. Vous allez faire aussi comme nous de la négociation. Mais on va faire ce que vous n'avez pas fait, à savoir Non. mieux faire et Merci réussir. à vous. Merci Donc à la vous. négociation. Enfin, vous On n'avez est, pas inventé l'eau chaude quoi, la négociation. On est obligé. Ça c'est votre fief, la négociation, mais qui obligé mène à rien, de- c'est aussi votre fief. Ben, Merci. J'aurais attendu l'autre chose, la On est baguette obligé magique, de mais passer à la force est de dernière rubrique constater de que notre c'est la émission. négociation. Dernière rubrique de notre émission. On est un petit peu pris par le temps parce que les locaux vont fermer dans quelques minutes. Mais merci en tout cas, d'ores et déjà, pour ce débat constructif, ce débat loyal, mine de rien, pédagogique, Oui. Manassé. Et donc, on va passer donc à Dans le vif. Dernière rubrique ce soir, mon cher Nathan. C'est donc la dernière rubrique de notre émission Dans le vif ce soir. 1 minute face caméra. Manassé, cette caméra, c'est celle-ci pour toi. Tony, c'est celle qui est devant toi. Je vous ai posé en préambule dans le conducteur une question toute simple, très rapide. Défi migratoire, stop ou encore. On va commencer par Tony. 1 minute face caméra. Je t'en prie. Je pense que les Français sont déjà en majorité convaincus. Les études le prouvent. Je pense qu'aujourd'hui, les Français prennent conscience des dangers que peut amener l'immigration. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ont conscience que l'immigration, ce n'est pas que des chercheurs, ce n'est pas que des personnes qui apportent de bonnes choses. Et le Rassemblement national n'est en aucun cas contre ces personnes-là. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est lutter contre les fatalités, ne pas les accepter. C'est pas de se dire, bon, bah, on n'y arrive pas, donc c'est comme ça, il faut le comprendre, on fait de notre mieux. Ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Philippines, il y a des gens comme Lola, 12 ans, qui s'est fait découper par une personne, certes, qui n'avait rien à voir sur le territoire, rien à faire sur le territoire. Et aujourd'hui, c'est des fatalités que le Rassemblement national n'acceptera jamais, qu'elle ne dira pas, bon, on négocie pour pouvoir faire en sorte de les éviter. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'avenir, sur ce qui est possible. Les Français l'ont témoigné aux européennes, ils l'ont témoigné aux législatives, et nous n'accepterons pas d'aller outre de ce combat, qui est un combat à mener et qu'on mènera à bout. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que tous en majorité nous accompagnent pour réussir et enfin faire entendre la voix des Français, comme notre première mesure le sera, à savoir le référendum. Merci Tony. Manassé, un peu plus d'1 minute. Ouais. Je t'en prie. Alors la question, immigration, défi ou... Défi migratoire, stop ou encore? Stop ou encore? Alors je pense que c'est ni un stop ni encore, mais c'est une bien Macron, ça. adaptation continue. Une adaptation continue aux mesures sociétales. Lorsque la société mute, il y a des changements. Donc les politiques publiques sont là en réponse aux faits qui arrivent dans la société. Et c'est même ça l'essence de la loi, de répondre aux exigences sociales qui sont plus ou moins prévisibles ou imprévisibles en fonction. Et sur la question migratoire, aujourd'hui, le mouvement démocrate et l'Ensemble pour la République prône une régulation migratoire équilibrée entre une intégration décente des personnes présentes sur le sol, qui sont en phase de traitement de dossier, on ne connaît pas encore l'issue, mais aussi les personnes qui ont eu un issue positive, notamment sur le pilier économique, pour pouvoir leur accorder cette fameuse intégration qu'on aborde de façon un peu abstraite, mais en fait, indirectement, c'est de l'économie. Voilà, c'est un emploi, c'est un travail, c'est de la culture, c'est la langue française, des mesures qui ont déjà été mises en place, notamment avec le pacte Asile et Immigration, et qui devraient poursuivre leur chemin, tout en faisant respecter les principes républicains.
et leur respect, la sécurité et beaucoup de coopération internationale, notamment pour faire respecter les OQTF, mais aussi pour maintenir l'attractivité de la France sur les leviers économiques et culturels. Merci Manassé, merci Tony. À vos votes, vous allez voter sur le live Twitch pour désigner quelle personnalité sera désignée, notre tribun du soir et notre tribun de ce débat fort intéressant. Et donc je tenais à vous... Il y avait un vote. Il y a un vote à la fin, je nous savais pas. désignons notre tribun de la semaine, chaque semaine. Et donc, voilà, n'hésitez pas à voter sur Twitch. Vous avez quelques minutes, le temps de vous remercier tous les deux pour ce débat une nouvelle fois. Merci Manassé et Tony d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir... Comment Nathan ? Tu peux lancer le sondage, je t'en prie, on a encore quelques minutes. Merci à tous les deux d'avoir donc accepté l'invitation. Merci Tony, Et ouais. c'était très constructif. Houleux mais constructif, voilà. mais- Pédagogique aussi. C'était constructif, c'était utile. Oui, non, franchement, il ne faut détecter jamais certains points. refuser le débat, jamais. Et c'est important de finir dans cette harmonie. On parle souvent à l'Assemblée nationale, la France insoumise et la gauche, de Macron-Le Penny. Finalement, ce soir, on a pu voir qu'il y avait quelques dissonances fort intéressantes sur ce sujet. Et je n'en doute pas sur d'autres sujets. Je voudrais vous remercier, vous, chers viewers, chez vous, parce que je suis très heureux d'annoncer que nous avons battu un record d'audience pour cette saison ce soir. Voilà, on a retrouvé notre moyenne haute. Et donc, c'est grâce à vous. Donc, merci à vous. Merci d'avoir participé au live Twitch et d'avoir posé vos questions. Donc, c'est très important de le rappeler également. La semaine prochaine, on parlera de méritocratie. Là aussi, c'est un sujet fort intéressant. Face à face, LR face à la France insoumise. Donc, ça sera très, très intéressant, très, très houleux, mais pédagogique, évidemment. On n'en doute pas une seule seconde. Je voudrais vous rappeler aussi l'occasion, le temps que vous votiez, que nos réseaux sociaux, les tribuns, .s à la fin, sur Instagram, TikTok et sur l'ensemble donc des réseaux sociaux, c'est très important pour faire prospérer le média d'une part, pour que ce média puisse avoir une caisse de résonance sur le plan pédagogique, c'est notre philosophie et c'est très très important de le rappeler chaque semaine car plus de visibilité permettra à vous, chers viewers, de venir en masse, en nombre, évoquer maintes sujets. Et vous aurez l'occasion d'ailleurs de vous exprimer d'ici quelques temps sur les sujets que vous voudriez qu'on aborde durant la fin de l'année. Je n'en dis pas plus, c'est un petit teasing. Et donc, dès la semaine prochaine, peut-être un élément de réponse. Revenez, on vous apportera des petites bribes de réponses comme ça au fur et à mesure des semaines. Mon cher Nathan, est-ce qu'on a des éléments de réponse concernant le sondage? On a 69% pour Tony. Tony, 69%. Merci. Eh bien, écoutez, Tony élu tribun de la semaine. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Bravo Manassé aussi. On peut l'applaudir. Et Manassé qui s'est très bien débrouillé. J'ai vu beaucoup dans le live beaucoup de commentaires disant que tu te débrouillais très bien, que tu argumentais très bien, que tu portais haut et fort tes idées. Et donc je tenais également à le souligner, bien évidemment. Bravo. Mesdames, messieurs, à la semaine prochaine. Au revoir.